conférence de ce début d'année 2023 avec Adrien. Troisième venue, troisième conférence. Je suis très content de recevoir Adrien, qui est toujours fidèle au rendez-vous, qui a une expérience, on va dire, jeune et à la fois, comment dire, expérience expérimentée, je ne sais pas si on peut dire comme ça fait un peu pléonasme, mais qui a certainement beaucoup de choses à échanger avec vous. Donc je vous demande naturellement, comme d'habitude, d'être très attentifs, pour ceux notamment et celles qui s'intéressent à la préparation mentale du sportif. Adrien a beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Et puis, on va te remercier et te dire, te souhaiter une bonne conférence, mon cher Adrien. Merci. Et puis, on va te laisser la parole. Et si vous avez des questions, vous prenez le micro qui est devant, et vous prenez la parole en conséquence. Voilà. Bienvenue à toi. Merci. Adrien. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Adrien. C'est la troisième année d'affilée que je donne cette petite intervention sur la préparation mentale. On va passer 2 heures ensemble. Et voilà, je vais vous parler un petit peu de mon métier, de mon parcours, de mes expériences, et ainsi de suite. On va le voir dans le sommaire, dans la diapo suivante. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, je le dis parce que je reçois beaucoup de messages de l'université STAPS d'étudiants par mail, et parfois je ne prends malheureusement pas le temps de répondre à vos mails parce que je suis débordé. Okay, et vous me demandez beaucoup d'entretiens ou de rencontres, ça sera avec plaisir. Mais là, comme je suis devant vous, n'hésitez pas à me les poser les questions. Okay. C'est le but du jeu. Voilà. Ta venue, c'est justement de pouvoir échanger avec les étudiants. D'ailleurs, en passant, ça me fera penser. D'accord, ça marche. Alors, on va parler de la préparation mentale, du travail de préparateur ou préparatrice mentale en France, comment ça évolue aussi en 2023, quelles sont les perspectives futures pour 2024, 2025, 2026 et ainsi de suite. Et puis, on va aborder aussi le fonctionnement mental, un petit peu plus d'apport par rapport aux 2 années précédentes où on va rentrer peut-être un peu plus dans les détails sur comment fonctionne le mental. Ça me paraissait important aussi que, en dehors de la présentation du métier en tant que tel, vous ayez en quelque sorte un peu plus de contenu pour vous aider vous aussi dans votre pratique sportive ou dans votre manière de coacher avec vos jeunes si vous avez des groupes. Alors, être et rester au top, c'est pas une de mes phrases. J'aurais dû d'ailleurs mettre de qui c'était, mais c'est plus loin. C'est une phrase qui est tirée d'un livre sur les techniques d'optimisation du potentiel que je vous mettrai dans des recommandations à lire si vous souhaitez aller plus loin dans la préparation mentale. Mais c'est un peu l'idée en préparation mentale, c'est d'être au niveau de son état d'esprit un petit peu quelque chose qui ne soit pas bloquant par rapport à vos automatismes, okay, que votre mental vous serve dans la performance. Okay, comment on atteint ça et comment on le maintient en quelque sorte. Ah oui, j'ai ça. Alors, le sommaire de ce qu'on va faire aujourd'hui, une première partie où on va parler en quelque sorte un peu de la formation que j'ai fait et puis des expériences professionnelles que j'ai pu avoir au cours de ma carrière. Ça fait 8 ans que je suis préparateur mental, quelque chose comme ça, 8-9 ans. Okay, donc il commence à en avoir pas mal. Des fondamentaux, comme je voulais aborder, où on va parler un petit peu de c'est quoi le mental. La vision et le rôle que je vois pour le métier. Donc tout ce que je dis va être propre bien sûr à moi et ne tient qu'à moi. Après, certains pairs peuvent voir les choses de manière différente, c'est tout à fait normal. La démarche aussi en préparation mentale, comment on va accompagner le début d'un sportif, par quelle étape on passe. Quelques outils, comment on devient préparateur mental, les différents chemins qu'on peut avoir en France, quelques lectures que je vous recommande, et puis une conclusion. Ça marche ? Eh ben oui, un programme bien riche, ma foi. On t'écoute alors. Alors, au niveau de la formation, on est en 2009 donc sur un bac tout simplement, et ensuite j'ai fait tout comme vous un cursus STAPS avec tout comme vous une licence en entraînement sportif à l'université de Toulouse. Okay. Je n'ai pas eu le plaisir de connaître, étant canet, j'ai jamais eu le plaisir de connaître l'université de Caen. Ah oui, okay. Ça, ce sont
les secrets des parcours. Voilà, en fait, Toulouse proposait pour la 3e année un BE natation qu'on pouvait passer en même temps que la licence entraînement sportif. Et comme mon sport de spécialité était natation et que je trouve intéressant d'avoir un BE plus le cursus universitaire, je les trouve bien complémentaires. Enfin, maintenant, on appelle ça un DEGEPS. Voilà, on n'appelle plus ça. Voilà. Ouais. L'appellation a évolué depuis quelques années. C'est maintenant que je me dis que je suis vieux. On a les brevets les BP. Les BP, les DE, c'est ça. Et puis les DGEPS, tout à fait. Après, j'ai fait un master STAPS en préparation physique et mentale, mais avec la spécialité préparation mentale. Je pense que ça se voit physiquement que je ne suis pas un préparateur physique. Et puis, rien dire. C'est sûr. Ensuite, je suis parti vivre 4 ans au Canada, où j'ai travaillé pour l'équipe olympique du Canada pour préparer les Jeux olympiques de Rio en 2016, où j'ai accompagné 7 activités sportives différentes en hockey. Et donc, j'ai continué à peaufiner ma formation à travers de la sophrologie, la programmation neurolinguistique, la cohérence cardiaque, la méditation. Et quand je suis rentré en France, quelques années plus tard, je me suis formé à l'hypnose et notamment aussi aux techniques d'optimisation du potentiel. Est-ce que tu penses que le Canada est assez précurseur dans le domaine de la préparation mentale ou de l'approche psychologique? Je ne sais pas, il ne faut peut-être pas mélanger les deux, mais au moins dans le domaine de la préparation mentale dans le monde, hein, on voit souvent des intervenants canadiens, québécois, de jeunes chercheurs aussi. L'accompagnement de la dimension psychologique au Canada et aux États-Unis, elle a de l'avance par rapport à la France, même si on commence pas mal à rattraper notre retard à ce sujet. On pourrait estimer un petit peu à l'image de la préparation physique qui est arrivée peut-être 15-20 ans après en France, après les États-Unis. La préparation mentale a le même retard. Par contre, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard sur les enjeux de la préparation mentale dans le futur, mais il y a un gros hic en France, c'est que le statut de préparateur ou de préparatrice mentale n'est pas protégé. Et ça, c'est une grosse différence avec nos... Qu'est-ce que tu entends par pas protégé? C'est non reconnu ou par les instances ou... En fait, tout simplement, qu'importe la personne, une personne pourrait être boulanger et se dire préparateur mental. Tout simplement. Donc, et après, il n'aura pas la légitimité dans son accompagnement. Oui, mais il n'y a pas de convention collective du point de vue de la jurisprudence. Ouais. Il n'y a pas non plus de, comment on appelle ça pour les avocats, un ordre. Il n'y a pas d'ordre de préparateur ou préparatrice mentale en France. Donc voilà, malheureusement, on s'expose à avoir énormément de profils variés, ce qui peut être riche d'un premier point de vue, mais ce qui va aussi occasionner beaucoup de lacunes dans les accompagnements et peut-être parfois une sorte d'amateurisme. Okay. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt, moi ce que je vais plutôt vous préconiser si vous voulez être préparateur ou préparatrice mentale, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est-à-dire une licence STAPS complétée d'un DU STAPS spécialisé en préparation mentale ou d'un Master STAPS spécialisé en optimisation de la performance. Et il y en a de plus en plus en France. Oui, on trouve 8-9. Lille, je me demande même s'il n'y a pas Montpellier, Lyon, je sais qu'il y a de la formation sur Bordeaux aussi. Il y a Pau, du coup. Voilà, oui, tout à fait. Donc voilà, je vous recommande plutôt de faire une formation universitaire que les autres chemins que je vous présenterai quand même tout de même pour vous montrer un petit peu comment on peut devenir préparateur ou préparatrice mentale en France. Donc voilà, un début universitaire et ensuite j'ai voulu développer différents outils de la préparation mentale en faisant une formation spécifique pour approfondir parce que finalement le master ne peut pas non plus, à travers tous les contenus théoriques qu'il va apporter, avoir le même approfondissement qu'une formation de 260 heures en sophrologie, par exemple. Et c'est tout à fait normal. Oui, parce que c'est toujours la différence entre la polyvalence et l'hyperspécialisation. Complètement. Tu vas utiliser des techniques d'hypnose, peut-être que tu vas expérimenter dans un master, mais la formation hyper spécialisée nécessite une formation lourde en heures. Ce qui paraît à peu près logique. Est-ce que vous avez des questions là, sur le... Oui. Tu vas prendre le micro. Si tu pouvais te présenter aussi, ce serait bien. Je m'appelle Tom Marion, je fais du foot. Est-ce que vous pouvez définir plus en détail la sophrologie?
Alors la sophrologie, c'est une technique qui vise à faire rentrer la personne en état de conscience modifié, ok, et de travailler sur des aspects de la relaxation, de la visualisation. En fait, il faut se dire une chose importante, entre l'imagerie mentale, la visualisation, la sophrologie, l'hypnose, une partie de la méditation, on n'est pas sur des techniques qui ont une grande différence. On va travailler sur l'imaginaire de la personne, à la guider dans sa visualisation, à lui faire apparaître des images, des courts scénarios, un travail sur la prise de conscience de son corps, de la respiration consciente. C'est un travail global finalement, mais qu'on va faire avec d'une certaine manière. Okay. Donc la sophrologie, oui. Excuse-moi, c'est vraiment intéressant, ta question lance le débat d'ailleurs, parce qu'en fait, il n'y a pas une bonne technique. Non. Il faut trouver la technique qui va, enfin, tu sais mieux que moi bien sûr, qui va vraiment correspondre à l'individu auquel tu t'adresses. Ouais, effectivement. D'où l'importance de connaître le panel des différentes techniques. Après, une fois que vous êtes formé, vous faites beaucoup votre popote à vous et vos recettes à vous selon la demande du sportif, la logique interne de son activité. Moi, j'accompagne à peu près sur une 50aine de sports, d'activités sportives différentes. Entre un apnéiste qui doit se rendre à 100 mètres de profondeur et puis un coureur en athlétisme de 100 mètres ou des coureurs que j'ai qui font du 100 km ou du 24 heures, on est vraiment sur des choses qui sont complètement différentes, avec une logique interne complètement différente et des outils qu'on va complètement modifier pour que ça s'apparente à l'activité et à sa personnalité. Alors là, tu viens d'utiliser une expression importante que vous voyez dans vos études, c'est la fameuse logique interne. La connaissance de l'activité est indispensable aussi pour pouvoir aller sur de la préparation mentale. Complètement, oui. Alors en fait, la logique interne, je suis pas cher à Pierre Parlebas. Je suis pas du tout je défends notre cher Pierre Parlebas. Je suis pas du tout un spécialiste des 50 activités physiques et sportives. Par contre, le spécialiste, il est en face de moi. Il connaît bien son activité, il la vit dans son quotidien, des fois de manière biquotidienne aussi, très quotidienne pour d'autres. Donc, je vais beaucoup m'inspirer finalement de tout son discours, du discours de l'entraîneur. Donc, ça, on parlera de la relation avec l'entraîneur un peu plus tard, mais aussi du discours de l'entraîneur. Et après, je vais faire beaucoup preuve d'empathie pour comprendre quels sont les défis mentaux qu'il va devoir appréhender lors de ses compétitions, lors de ses entraînements, lors de ce qu'on va parler de son projet sportif. Voilà. Mais effectivement, je ne me suis jamais rendu à 100 mètres de profondeur en apnée. Non, mais connaître la logique, j'imagine, c'est quand même important pour ne pas orienter de manière aléatoire le sportif. Quoi. Complètement. En tout cas, de l'aider. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Une petite question là à gauche. Oscar, on va te faire porteur de micro. Bonjour. Comme tu es bien placé. Ta spécialité ? Football. On a beaucoup de football. Vous avez toujours voulu faire préparateur mental ou il y a déjà un déclic C'est une question qui n'est jamais facile à répondre pour moi. Et j'aime bien être honnête et franc lorsque je fais des interventions. J'aime sortir un petit peu du côté un peu conférencier, et puis le conférencier qui ne donne pas vraiment finalement tout dans sa prestation et qui garde un petit peu pour lui-même. Vous allez voir que ce que je vais vous apporter en contenu du fonctionnement mental, c'est quelque chose que vous pourriez très bien, si je vous accompagnais en individuel, retrouver. Donc je vous donne du vrai contenu. Préparateur mental, ce n'était pas du tout à la base un métier vers lequel j'allais. Et puis je faisais de la natation à 16 ans et il s'est passé un drame familial, tout simplement, lorsque j'étais en compétition. Et lorsque j'ai reçu l'appel, je devais nager finalement 30 minutes après. Et j'ai fonctionné d'une manière complètement différente mentalement lorsque j'ai appris ce drame, ce qui m'a fait faire d'ailleurs une performance qui pour moi était extrêmement bonne, parce que mon état d'esprit avant la course n'était pas du tout le même que celui habituel. Et en fait, avec le temps, je me suis dit, mais comment ça se fait que sur cette course-là, en fait, en préparation mentale, on appelle ça l'état de flow, c'est-à-dire que tout fonctionne avec une étrange simplicité.
C'est-à-dire que tous les automatismes, tout est facile et simple, alors que pourtant, vous faites votre meilleure performance à vie, en plus de ça. Alors que l'effort devrait être plus exigeant, mais vous trouvez ça étrangement simple. Et le mot « étrange » revient souvent dans l'état de flow. Et en fait, ça m'a fait beaucoup poser de questions entre 16 à 18 ans sur qu'est-ce qui se passe pour que justement il y ait des états d'esprit qui parfois barrent un peu la performance et des fois la boostent. Oui, parce que cet événement que tu as vécu avant la performance, enfin avant la compétition, aurait pu créer l'inverse. Oui, aussi. Je l'ai utilisé On va parce voir que... l'aspect négatif, mais, Voilà. c'est ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui t'a permis à partir de cet événement d'utiliser ta performance. En fait. Complètement. D'autres auraient pu nous dire, bon, bah, je nage pas et puis je rentre en urgence chez moi. Le stress de fuite. Par exemple. Donc, ces 2 ans-là, je me suis un peu posé des questions. Et puis, arrivé à 18 ans, finalement, bah, j'avais qu'une chose, et vous le verrez que dans ma vie, ça a été dédié à ça, à mieux comprendre le fonctionnement humain et de mieux pouvoir vous aider, parce que j'accompagne pas que des sportifs, j'accompagne des dirigeants, j'accompagne des étudiants pour préparer leurs concours. Là, ce matin, j'étais au téléphone pour préparer les championnats du monde des métiers avec le CFA de Normandie et de France pour les meilleurs Français dans chaque profession, carreleurs, couvreurs et ainsi de suite, qui vont défendre la France pour les prochains World Skills. Donc voilà, j'accompagne vraiment tout type de métier, tout type de profession et bien sûr des sportifs. Donc voilà, ça a été un cheminement finalement plutôt personnel qui m'a amené à progressivement affiner, mais je ne pouvais pas déterminer à l'avance quel chemin j'allais prendre pour arriver au point où je suis maintenant. Il s'est décanté au fur et à mesure, en discutant avec les personnes qui m'entourent, en m'inspirant aussi de d'autres préparateurs mentaux ou psychologues du sport, en faisant des lectures et ainsi de suite. Ça a fait cheminer mes choix d'une année à l'autre. Il y avait une autre question. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est la question de la sensation. Il t'arrive un événement et de cet événement, tu vas l'optimiser pour t'interroger et poursuivre un parcours qui va te permettre d'aller vers la préparation mentale. Ça arrive souvent, ça, hein, quelque chose qui nous arrive dans la vie et qu'on est capable de regarder en face, de l'analyser peut-être, le fameux recul réflexif. C'est clairement, ça rentrerait clairement dans la définition de la résilience, qui est un mot d'ailleurs qui est très emprunt par rapport à une carrière de sportif. Un sportif a besoin d'être résilient parce que lorsqu'il fait du sport en compétition, il s'expose autant finalement à l'échec qu'à la réussite. Donc il faut qu'il mette en place une forme de résilience par rapport à l'échec, chose que d'ailleurs on fait en préparation mentale. On travaille sur cette résilience et la résilience est de tirer d'une situation désagréable de vie un point fort, une force. Ok, ce serait ça une petite définition de la résilience. Une nouvelle question. Anna, ta spécialité? Est-ce que vous pensez que les formations elles sont différentes en France pour psychologie? Alors il y a différentes formations par rapport par exemple à la sophrologie. Déjà il y a plusieurs courants de la sophrologie. Moi j'ai fait de la sophrologie caïcédienne. Son fondateur c'est Caicedo. C'est plutôt quelqu'un qui a vécu en Andorre, qui est une toute petite principauté entre la France et l'Espagne dans les Pyrénées. Mais il y a d'autres courants de la sophrologie que je ne connais pas tous. Il existe plein de formations pour l'hypnose, la sophrologie, mais genre des centaines. Okay. Donc vraiment regardez les... Comme en préparation mentale d'ailleurs. Ouais, préparation mentale, peut-être un peu moins, mais il y en a beaucoup aussi. De plus en plus, en tout cas. Il faut vraiment regarder les avis en détail, notamment sur Internet. Pourquoi pas appeler pour savoir le contenu. Mais que ce soit de la sophrologie, que ce soit de l'hypnose, de la méditation ou ainsi de suite, si c'est une formation d'une journée, dites-vous que c'est plutôt une initiation qu'une formation. Okay. Ça ne peut pas être certifiant en passant simplement une journée. S'il n'y a pas de stage, s'il n'y a pas de choses comme ça, on va être plutôt sur quelque chose d'initiatique, plutôt vraiment de formateur. C'est la raison pour laquelle, tu le disais tout à l'heure, Adrien, en France, la meilleure des formations, c'est avec les CFA Sport aussi, qui sont intéressants un jour, mais plus techniques, hein, technico-tactiques, c'est les formations universitaires, hein, entre
ce que tu disais, donc là vous êtes en licence, les masters, les DU, hein, on a beaucoup de DU qui foisonnent et qui s'adressent à des professionnels et qui permettent une professionnalisation intéressante aussi. Ouais. Ce que je dois reconnaître aussi, qu'on ne pense peut-être pas assez, ou du moins pas en premier lieu, c'est que la formation universitaire va vous permettre de pouvoir avoir ça, c'est-à-dire s'exprimer avec un vocabulaire riche. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante parce que c'est votre carte de visite en quelque sorte. La capacité à pouvoir convaincre, inspirer. Vous travaillez dans une dimension, qu'importe si vous voulez être préparateur mental, préparateur physique, coach, préparateur physique ou ainsi de suite, votre capacité à pouvoir inspirer et convaincre est quelque chose de majeur pour votre réussite professionnelle. Vous touchez à de l'émotionnel, vous touchez à de l'humain, vous touchez aussi à ce que votre sportif soit dans une forme d'implication, d'abnégation au fur et à mesure de sa carrière. Si vous êtes froid comme une porte de prison, par exemple, et que vous ne savez pas mettre des mots sur ce que vous voulez communiquer ou notamment transmettre à travers la pédagogie, vous allez être limité. Et notamment l'université, par la pluralité de discours que vous pouvez entendre, simplement aussi le fait d'entendre toujours un discours doté d'une expertise profonde en cours tous les jours et ainsi de suite, ça vous apporte, hormis tout ce que vous connaissez déjà, ce que ça vous apporte, mais vraiment une lecture plus profonde et une discussion beaucoup plus profonde et une ouverture beaucoup plus profonde que n'importe quelle formation professionnelle. Ce qui est sûr, c'est que par rapport, pour rejoindre tes propos, ce qui est important, c'est votre implication aussi dans les stages. Parce que ça l'avantage de la formation universitaire, c'est qu'elle vous permet, notamment pour la licence entraînement sportif, c'est d'être confronté à la pratique. Et c'est pour ça que l'enjeu du mémoire est important cette année, pour faire justement les liens entre ce que vous pourriez avoir comme apport théorique grâce à l'université, qui foisonne, et puis votre expérience de terrain. Parce que naturellement, vous êtes jeune, et le plus difficile pour vous, c'est de construire cette expérience. Et tu as un très bon exemple de ce point de vue-là. Quelques expériences, je ne pouvais pas... Puisqu'on parlait d'une expérience. Voilà, je ne pouvais pas toutes les mettre, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mes premiers moments en préparation mentale ont commencé, finalement, si je prends de cet ordre-là, ça fait 11 ans que je suis préparateur mental. On commençait dans un club de natation. Sans indiscrétion, tu as quel âge, Adrien? J'ai 32 ans. Voilà. Bon, voilà. Je ne le fais pas forcément, ça dépend. Ça veut tout dire. Les Dauphins du TOEC, c'est le meilleur club de natation de France. Encore pour cette année, ça fait plus de 10 ans, je crois que c'est le meilleur club de natation de France. Ils accueillent au sein des Dauphins du TOEC un pôle France. Je pense que vous connaissez tous ce qu'est le principe de pôle France parce qu'il y en a dans chaque activité sportive quasiment. Il faut espérer, j'espère que vous connaissez ce fonctionnement. Et donc, j'avais à la charge la préparation mentale finalement du groupe de pôle France des nageurs. J'étais également assistant coach. C'était situé à Toulouse. À Toulouse, hein. Oui. On a aussi un pôle France féminin en volleyball, c'est pour ça. Ah oui, ouais, d'accord. Après, je me suis occupé donc de certaines équipes olympiques au Canada. Donc c'est ce qui est représenté par le deuxième logo après le dauphin vert. Ok. Faut pas trop que je me lève, donc je me lève pas trop. Je dois fixer à ma chaise, c'est pas mon habitude. Mais... Après donc l'expérience des Jeux Olympiques. Tu peux te lever quand même, hein. Julien ne va pas t'en vouloir. Ouais, tu vas pas m'en vouloir. Donc après l'expérience aux Jeux Olympiques de Rio, donc j'y suis pas allé. J'ai préparé des athlètes qui y sont allés parce que bon, c'est dans ma philosophie, dans ma vision que lorsque vous préparez un athlète, c'est pour le rendre autonome. Donc la place du préparateur ou de la préparatrice mentale, elle n'est pas tant en compétition. Pourquoi pas sur des compétitions préparatoires, mais pas sur des échéances importantes. Okay. Après, vous pouvez quand même proposer notamment une veille téléphonique, notamment ou une veille visio. Si votre sportif, il lui arrive quelque chose, un aléa ou un imprévu, et que le coach est un petit peu désarmé face à cet aléa, vous pouvez, voilà, ça m'est arrivé justement avec une nageuse, aux Jeux Olympiques de Rio, de devoir faire une visio à 2h30 du matin. Ensuite, je suis parti faire un tour du monde dans un but touristique, mais surtout avant tout sur un but professionnel, sur toujours l'idée de mieux comprendre l'humain,
de m'exposer à des cultures auxquelles je n'avais pas été exposé auparavant. Parce que même s'il y a des différences entre la France et le Canada, États-Unis, on reste quand même sur une culture et une société occidentale. Alors j'ai voulu aller voir un petit peu l'impact de la socialisation sur le mental, tout simplement. Donc je suis allé en Amazonie, je suis allé dans les Andes, je suis allé au Népal, je suis allé en Asie, je suis allé en Afrique, je suis allé un petit peu partout, pour voir un petit peu la différence de comment fonctionnaient les humains là-bas. Pas tant sur l'aspect sportif, mais plutôt sur les perceptions, les croyances, ainsi de suite. Du coup, j'ai bien aimé l'Argentine et le Pérou. Donc j'ai posé mes valises pendant 2 ans à Lima et à Buenos Aires, où il y avait les Jeux panaméricains en 2019, et donc j'étais préparateur mental de certaines équipes péruviennes et argentines. Voilà. Ensuite, je suis rentré en France avec notre bon vieux Covid, septembre 2020 à peu près, et donc là, je me suis mis dans un système d'auto-entrepreneur. On peut en parler un petit peu maintenant. En termes de statut, ouais, ça peut être intéressant. C'est un statut juridique qui vous permet de pouvoir travailler en étant déclaré tout simplement et qui convient très bien pour pouvoir commencer votre activité en ouvrant votre entreprise à peu près en 3 jours. Okay. Vous n'avez pas besoin de comptable, vous n'avez pas besoin de tenir de livret comptable, vous n'avez pas besoin de compte bancaire professionnel, vous avez juste besoin, lorsque vous dépassez 10 000 euros de chiffre d'affaires, d'avoir un 2e compte courant. C'est pour des aspects techniques, mais tout ça pour vous dire que c'est simplissime d'être auto-entrepreneur. Et vous avez simplement Tu t'adresses à la Chambre des métiers pour créer, non? Non, tout simplement en ligne, tout sur Internet. Sur Internet. Ouais, tout sur Internet, c'est vraiment simple. Donc tu tapes auto-entrepreneur dans un bon moteur de recherche. URSAF. Vous tapez URSAF, auto-entrepreneur. URSAF, c'est qui vous allez payer vos cotisations tous les mois ou tous les 3 mois. Justement, de ce point de vue-là, ce statut-là te permet de ne pas avoir trop de charges. Voilà. En fait, les charges, par exemple, pour vous donner une différence, à peu près, en tant qu'auto-entrepreneur, les charges sont à 21,3% sur ce que vous touchez, jusqu'à 36 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et ensuite, vous allez avoir une TVA à 20% à payer. Donc ça, la TVA... Rendez-vous déjà à 36 000 euros et après vous reverrez pour la TVA. Pour vous donner la différence, n'importe quelle société en France, à part si vous poussez vraiment de l'optimisation fiscale, vous allez être autour de 45% de cotisation. Donc auto-entrepreneur, 21%, c'est vraiment peu. Enfin, c'est vraiment pas beaucoup. Oui? Bonjour, je m'appelle Louis Legrand et je fais de la théologie. Oui. Par rapport à l'auto-entrepreneur, Oui. vous avez dit 36 000 euros par mois ou par an? Par an. Parce que par mois, ça paraissait beaucoup. Ouais, par an. Tu fais bien de poser la question. Non, 36 000 euros par an. Okay. Après, vous pouvez aller jusqu'à 77 800, il me semble. C'est les chiffres d'affaires qui ont été négociés pour 2023, 2024 et 2025. Mais dès que vous passez 36 000, vous devez charger la TVA de 20%. Et donc là, vous ne pouvez pas la rattraper, la TVA de 20%, étant donné que vos frais professionnels, il y a un abattement fiscal. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je ne vais pas vous donner un cours sur l'auto-entrepreneuriat. Mais ce n'est pas l'objet du jour, il faudra que tu reviennes pour la filière management. Ensuite, quand je suis arrivé donc, en septembre 2020, pour vous donner un ordre d'idée, septembre 2020, je rentre avec un vol d'urgence des Pays-Bas, du Pérou, en France. J'ai 8 kilos. Il me reste 8 kilos de matériel sur moi. Je n'ai plus rien d'autre. Je ne possède plus rien finalement. J'avais plutôt une activité florissante en Amérique du Sud. Il a fallu que je parte en urgence parce que la situation était catastrophique là-bas. Et ça faisait... donc j'avais quitté la France en 2013. Donc ça faisait un peu plus de 7 ans que je n'avais pas mis les pieds en France en quelque sorte. Donc plus de compte bancaire. Ma carte d'identité avait périmé, carte vitale, rien. Je suis arrivé en... 2019, non, je suis arrivé septembre, juillet 2020. On a fait connaissance à ce moment-là. Ouais. Je suis arrivé juillet 2020. Ouais, donc on a fait connaissance en septembre, je crois. Septembre 2020, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. On était en plein Covid d'ailleurs. Je suis arrivé en juillet 2020 et en septembre 2020, je faisais mon premier salaire à temps plein à peu près. Pour vous donner un ordre d'idée. Alors que je ne suis pas du tout sportif de haut niveau,
La Normandie, j'avais pas mis les pieds depuis, c'est simple, 2009. Parce que après le bac, je suis parti à Toulouse. Donc j'avais vraiment strictement aucun réseau et ma famille qui est implantée en Normandie n'a strictement aucun rapport avec le sport. Donc, bon. Mais j'ai contacté plein de monde, je me suis bougé, on y reviendra peut-être après. Et donc ça m'a permis de pouvoir notamment décrocher un contrat avec le centre sportif de Normandie, avec qui d'ailleurs je suis encore en contrat cette année et puis il n'y a pas de raison pour les autres années. Et notamment maintenant le centre sportif de Normandie est rattaché à l'INSEP. Donc parfois je me rends aussi à l'INSEP pour des conférences, des interventions, ainsi de suite. Donc, avec le centre sportif de Normandie, donc je suis tout simplement le préparateur mental du centre sportif et je m'occupe des sportifs entre 14 à 18-19 ans à peu près dans plusieurs disciplines. Et je les reçois au lycée La Place. Le CES-Nord, c'était un organisme qui maintenant n'existe plus, qui s'occupait d'étudiants qui étaient en DUT, donc je m'occupais de la préparation mentale. Je suis préparateur mental de la Fédération française d'athlétisme, où là, il faut vraiment passer une espèce de dossier en interne avec un jury et ainsi de suite. C'est assez poussé. Comptabilité, oui. Ouais. Je suis préparateur mental de l'équipe professionnelle des Drakkars de Caen, la SPTT Saint-Lô, et puis par exemple du Somme Tennis, et puis d'autres clubs aussi. Je ne pouvais pas tous les mettre, ça rentrait pas. Tu dis SPTT, c'est le club omnisport? Juste le club de hand. Du hand? Oui, de Saint-Lô. C'est bon pour les expériences. Très bien. Donc l'idée, c'est que, en gros, ici, là, quand je suis arrivé, ça, j'ai créé l'auto-entreprise dans un camping-car, c'était sympa. Et puis après, j'ai fait un long fichier Excel où j'ai regardé tout ce qui existait finalement en Normandie en rapport avec le sport. Et puis j'ai mis email et numéro de téléphone, et puis j'ai tout appelé. Enfin, une grande partie. Jusqu'à ce que mon emploi du temps était tellement chargé que je ne pouvais plus appeler, que ça ne servait plus à rien en quelque sorte. Mais c'est le micro. Je me suis bougé en quelque sorte. On y reviendra pourquoi il faut... Il n'y a pas de secret. Ouais, en fait, on y reviendra pourquoi il faut se bouger en préparation mentale. C'est parce que, à part certains clubs professionnels, quasiment que dans le football, où vous pouvez avoir des contrats salariés, sinon ça sera quasiment que indépendant pour être préparateur ou préparatrice mentale en France. Pour le moment, du moins. Ça changera peut-être dans les années à venir. Oui. Bonjour, je m'appelle Théo. Je suis à l'avant-garde. Ouais. Je voulais savoir justement, pour poser cette question, est-ce que vous occupez que d'un athlète ou depuis quelques-uns dans chaque fédération, structure, etc. Ou est-ce que vous êtes en charge de tous les athlètes qui font partie de cette structure? Alors, par rapport au Drakkar, je suis en charge de toute l'équipe professionnelle. Pour le centre sportif de Normandie, c'est tout simplement ceux qui désirent venir me voir. Okay. Après, j'ai un cabinet sur Caen, qui est rue de Bayeux, pas très loin du stade Malherbe, justement, où là, j'ai des suivis individuels. De quelqu'un, par exemple, l'un d'entre vous pourrait me contacter, je suis sportif, j'aimerais débuter un suivi en préparation mentale, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Là, je vais vous recevoir à mon cabinet. Et donc là, j'en ai 150 à peu près en ce moment. Okay. Plus, au centre sportif de Normandie, je vais en avoir en ce moment, j'en ai peut-être 60, 70 à peu près. La question est intéressante dans la mesure où je pense qu'il y a une autre question derrière, c'est-à-dire que la question de la préparation mentale, que ce soit du sport collectif, du sport individuel ou de la préparation à des concours pour les métiers, est-ce que c'est une démarche individuelle avant tout ou non, une démarche collective liée à une structure, à une équipe Alors, la préparation mentale, c'est individuel et collectif, c'est complètement les deux. Vous pouvez avoir des demandes venant d'équipes où là vous allez faire des interventions collectives plutôt sur une thématique de cohésion ou de visualisation par exemple pour de la préparation d'avant-match.
Après, sinon, le gros du travail va être en individuel. Donc, par exemple, si vous partez d'un collectif, notamment avec les Drakkars de Caen, le club de hockey sur glace, je vais avoir des demandes aussi annexes en individuel pour travailler sur... Donc si on prend l'exemple des Drakkars, par exemple, c'est la structure, c'est le club qui t'a contacté oui. pour optimiser la performance de son équipe première ou de ses jeunes, je ne sais pas. Et à partir de là, tu fais une approche globale. Et si des joueurs ou des joueuses souhaitent aller un peu plus loin dans la préparation, elles s'adressent spécifiquement à toi. C'est ça. Pour être tout à fait transparent, le Drakkar, le contrat qu'on a signé cette année, c'est 5 interventions collectives et 30 suivis individuels. Voilà. Est-ce qu'il y a si on prend les cas des Drakkars, mais ça peut être n'importe quel cas, est-ce qu'il y a parfois des résistances à tes interventions lorsqu'elles sont justement impulsées par la structure en elle-même? Oui, ça arrive souvent, que tout le monde ne soit pas réceptif au discours de la préparation mentale. C'est bien normal d'ailleurs. De toute façon, par exemple, par rapport au nombre que vous êtes aujourd'hui, j'aurais pas la prétention de pouvoir porter mon discours à tous et de la même manière. Ça serait méconnaître le mental de penser ça. Okay. Par contre, moi, si 20%, 30, 40, 50% d'entre vous ils trouvent un certain écho, c'est déjà bien là l'essentiel. Je dirais même une personne. Ça suffit, en quelque sorte. Okay. Parce que si cette personne, dans le discours que je peux tenir, peut créer un changement de vie, un changement de perception pour que ça soit plus compatible avec votre bien-être, que de quelle manière vous vous projetez dans le futur, c'est déjà, on va dire en quelque sorte, un objectif réussi. Alors, j'aimerais bien que tu reviennes sur une anecdote qu'on avait partagée les autres années. Tu parlais donc de cette liste de sportifs, de clubs que tu avais faite pour les contacter. Et puis, ce qui s'est passé avec le centre sportif, il me semble que tu as téléphoné une première fois, ou c'était le CES-Nord, je ne sais plus. Non, le centre sportif, oui. C'était le centre sportif. Est-ce que tu peux nous... Ouais. C'est simplement pour que vous voyez qu'il faut être opiniâtre et... je crois beaucoup à l'opportunité et créer l'opportunité. Alors, je pense qu'il y a un mot qui convient bien par rapport à ça, c'est le fait d'être en quelque sorte culotté. Il faut avoir un petit peu du culot. Alors, c'était un matin, j'étais sur mon fichier Excel. Si vous voulez, je peux vous le montrer. Alors ça, c'est un fichier que Adrien s'est constitué lui-même, qu'on soit bien d'accord. Donc ça représente 2 heures de travail. Voilà. Donc voilà, en fait, j'ai segmenté par sport, ville. Alors les autres années, je ne l'avais pas montré, ce fichier-là. Non, c'est pas... et donc, voilà, en fait, j'ai vraiment pris tous les sports en Normandie, parce qu'il fallait que je puisse quand même m'y rendre facilement en voiture. Et donc, ça fait quelques lignes, quoi. Voilà. Et donc, alors, un matin, tu prends ton téléphone. Et donc un matin, je prends mon téléphone et puis je décide d'appeler le centre sportif de Normandie. Puis au début, j'avais le numéro de la secrétaire du centre sportif de Normandie. Je remets juste où on était. Un peu après. Hop. Et puis j'arrive quand même finalement à trouver le numéro du directeur sur le site. Et puis je me dis, tant qu'à faire, tant appeler la personne décidante, parce que c'est elle qui peut vraiment avoir une action sur votre demande. Donc j'appelle le directeur, et puis ça répond pas. Bon, donc je raccroche, je laisse pas de message, je me dis que je vais rappeler peut-être dans 2-3 jours. Et puis 5 minutes après, je me dis, je sais pas, je sens un truc et je rappelle. Et là, le directeur me répond et me dit, j'explique de pourquoi j'appelle. Je suis préparateur mental, j'aimerais mettre mes services, mes compétences au service du centre sportif de Normandie, ainsi de suite. Il me dit, c'est dingue que vous m'appeliez, je viens juste de valider le budget pour la préparation mentale. Voilà, c'était juste la réunion. Là, pourquoi il ne m'avait pas répondu avant? C'est juste qu'il venait finir de valider ce budget avec la réunion. C'est surtout que toi, tu as l'intuition de rappeler. Oui, derrière. Ouais. Aussi. Ça aurait pu paraître lourd, mais non, ça n'a pas été perçu comme ça. Non. Donc voilà, des fois, c'est des petites choses comme ça. Il faut toujours aller jusqu'au bout des choses. Enfin, naturellement, si vous en êtes convaincu, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui.
Ouais. Dans quelle structure? À la Virois. Ah, vous êtes bien en ce moment. Je crois que j'ai passé à Virois dans Ah oui. Du coup, pour l'ensemble de vos expériences, vous avez fait, vous avez utilisé la démarche d'avoir répertorié. Je veux dire, avant même que vous voyagez, vous avez utilisé la démarche de répertorier pour ensuite appeler. En fait, si vous voulez être en quelque sorte, savoir où vous allez, il me paraît nécessaire de comprendre où vous mettez les pieds. Donc, que ce soit dans un autre pays ou que ce soit en Normandie, dans ma région natale, on a besoin de comprendre. C'est un peu comme la logique interne d'une activité sportive. Vous avez besoin un peu de comprendre la logique interne de l'environnement où vous voulez vous installer. Si vous ne la comprenez pas, vous allez vous perdre en quelque sorte. Donc j'avais toujours un peu cette démarche à comprendre où je mettais les pieds, quels étaient les acteurs principaux finalement de l'environnement, par exemple normand, okay. Et puis ensuite, selon mes préférences, d'aller solliciter les acteurs dans un premier lieu qui allaient être prioritaires à mon sens. Puis après, d'aller vers des choses secondaires et puis ensuite tertiaires. Et après, ça va être appel qui pourrait déboucher à un entretien en personne. Sinon, il y a de l'envoi de mail, mais vous pouvez diviser par 10 ou 100 le fait que ça aboutisse. Pareil pour l'étranger. Ouais, même chose. Comment j'ai trouvé mon poste pour le comité du Canada? Ça a été pareil, un appel que j'ai passé via Skype. À Skype, vous pouvez mettre un peu d'argent et puis vous appelez. Et donc, j'ai appelé, je crois, 8-10 personnes que j'avais ciblées. OK. Puis la troisième personne, la personne m'a dit ouais, ça m'intéresse. Voilà. Et c'était super. Alors, c'était pour un stage, pour ma dernière année de Master STAPS. Et à la fin de mon stage, qui était un stage de 2 mois, on dit on aimerait que la fédération a décidé qu'on aimerait que tu restes. Donc, ils ont tout fait les papiers pour moi pour le permis de travail. Donc, en plus, j'avais pas grand-chose à faire, donc super. Donc, c'était une très belle expérience. Des questions? Oui, pardon, excuse-moi. Le fait que là, actuellement, vous travaillez avec plusieurs clubs, fédérations, etc., j'ai l'impression que ça montre aussi qu'il n'y a pas énormément de place, en fait. Parce que quand vous travaillez dans un club, ce n'est pas suffisant. Donc vous aurez fait 3-4 autres. Ça veut dire que si on 10 préparateurs, en fait, sur les 10, on a un seul qui va travailler pour 10 clubs. Alors, on peut en parler un petit peu maintenant, si vous voulez. Je pense que l'apogée de la préparation mentale, les belles années de la préparation mentale ne sont pas encore là. Je pense qu'elles arrivent. 2023 va être une bonne année, je pense, pour devenir préparateur ou préparatrice mentale. 2024 aussi, 2025 peut-être. Et après, je pense qu'il y aura plus en quelque sorte d'offres que de demandes. Là, pour l'instant, il y a plus de demandes que d'offres. Donc, c'est plutôt une bonne période pour se lancer. Comme tu le disais, pour la fédération d'athlétisme, la fédération d'athlétisme a mis un protocole en place très drastique. On nous l'a présenté à l'INSEP il n'y a pas longtemps. Et la difficulté de la préparation mentale, c'est de savoir à qui je m'adresse. Sur quel type de formation je m'appuie, qu'est-ce qui fait la valeur de ta compétence, si je puis m'exprimer ainsi, voilà. Et qu'est-ce qui fait, alors naturellement, ça va passer par les réseaux, à travers peut-être les performances, les résultats que tu vas avoir sur l'accompagnement de tes athlètes ou de tes sportifs, mais aussi on sait qu'en France, on a besoin d'être certifié. Il y a d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, c'est l'expérience qui peut primer sur la certification. Ouais. Et la grosse difficulté en France aujourd'hui, c'est pour ça qu'on revient à l'idée de l'université, c'est la validation de votre certificat de professionnalisme, pour être un professionnel, pour ensuite trouver les débouchés.
Donc effectivement, à part les clubs professionnels qui vont vous prendre à temps plein et vous allez travailler que dans cette structure, mais il faut imaginer que ce club soit capable de dépenser pour avoir un salaire de, allez, admettons, 2 000 euros. Il faut que ce soit un club qui soit capable de dépenser 3 600 euros par mois pour payer pour un préparateur mental. Ça me paraît très limité en termes d'acteurs sportifs en France qui peut se permettre de faire ça. Pour vous donner un ordre d'idée, avec le centre sportif de Normandie, qui est le plus gros acteur sportif si on enlève le Stade Malherbe et le club du Havre en football, ce serait le 3e plus gros acteur en termes de budget. Je fais de la prestation de service au centre sportif de Normandie, je ne suis même pas salarié. D'accord ? Si je poussais un peu, je pourrais peut-être avoir un mi-temps. Mais après, ce sont des choix. Moi, je ne veux surtout pas être salarié. Mais c'est parce que c'est un choix. J'aime la liberté d'être indépendant. J'aime la diversité et la pluralité de mes accompagnements. J'aime pouvoir parler de... je parlais par exemple d'apnée pendant un rendez-vous. Par exemple, après la conférence, j'ai 5 rendez-vous au cabinet. Je passe du basket à du tennis de niveau mondial. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un accompagnement d'une conjointe de basketteurs de haut niveau aussi. Cavalière, j'ai une cavalière. Donc, vous voyez la diversité d'une heure à une autre, en quelque sorte, de rendez-vous. Et c'est ça qui est cool, parce que c'est jamais répétitif pour moi. J'ai en accompagnement, par exemple, des gens qui travaillent, je ne peux pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais travaillent dans des choses très très spécialisées dans l'armée, par exemple, aussi. Donc, c'est vraiment top aussi de pouvoir avoir cette pluralité, cette diversité. Donc, moi, je ne recherche pas à être affilié à un club, surtout pas. D'ailleurs, je vais plutôt le fuir même. D'ailleurs. S'il n'y a pas d'autres questions sur ces aspects, s'il y a encore une. Et puis après, on va peut-être aller justement sur ce qui fait ta valeur en tant que préparateur physique, mental. Oh, le beau lapsus. Ça, c'est parce que tu nous as orienté tout à l'heure. Hein. Mon record max au développé couché. Voilà. C'est ça. On t'écoute. Je m'appelle Léonard Théo et spécialité triathlon. On est dans la dernière année avant les Paris 2024. Est-ce que vous avez été, on vous a déjà contacté en vue de la préparation de cet événement, ou vous, est-ce que vous envisagez de contacter la fédération pour ces battus? Alors, comme je suis engagé avec le centre sportif de Normandie, en effet, je m'occupe de certains athlètes normands qui sont en bonne voie de pouvoir se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui. Tu es dans quel club? Triathlète indépendant. Licencié dans plusieurs, en natation, en natation. D'accord. Alors, on va parler un peu du coup de contenu. Enfin, comment tu t'es formé, sur quoi, et puis effectivement, comment tu interviens sur ton métier. Oui, alors là, on va plutôt voir ensemble. Ce qui fait ta compétence. Qu'est-ce que c'est le mental, okay. Quels sont les enjeux, en quelque sorte, par lesquels vous allez devoir essayer de travailler si vous devenez préparateur ou préparatrice mentale pour accompagner au mieux la personne qui est devant vous. Donc, je vous ai mis 2 opérations. Je parle de la volonté et de l'imagination. Donc, la volonté, c'est ce que vous voulez, okay, et l'imagination, c'est ce qui vous imaginez. Okay, donc, c'est vos pensées. Et j'ai mis une petite astérix en bas, là. Vous avez environ 60 000 pensées par jour. Okay. Conscientes, des pensées conscientes. Les études montrent que 70 à 80% de vos pensées sont plutôt à tendance négative. C'est pas cool, hein. Okay. Et donc, on va justement travailler à ce que ce pourcentage-là diminue ou soit un peu mieux maîtrisé, en quelque sorte, mieux vécu. Donc, ce que tu sous-entends là, donc, c'est que être performant, je vois bien être performance, est lié à l'émotion positive plus qu'à l'émotion négative, bien sûr. Ça peut paraître une évidence à ce que je dis, mais peut-être est-il utile. On va le voir en détail. Là, en gros, souvent, je vais poser la question, mais pour aller plus vite, pour arriver à voir un peu toutes les diapos,
je pose la question, est-ce que c'est ce que vous voulez qui est plus fort ou c'est ce que vous allez imaginer qui va être plus fort que ce que vous voulez? Okay. La réponse, c'est que ça sera toujours votre imagination qui prendra le dessus sur votre volonté. Toujours. Okay. Je vais vous donner des exemples. Lorsque vous vous couchez, vous voulez dormir. Par contre, certains êtres humains, au moment où ils se couchent, ils font ce qu'on appelle des insomnies, c'est-à-dire qu'ils sont en train de ressasser mentalement leur tracas de ce qui vient de se passer dans leur journée ou la veille, ou ils se projettent dans le futur, sur la prochaine compétition, est-ce que je vais être à la hauteur? Et ça va les empêcher de dormir. C'est le cerveau connecté, quoi. Un petit peu, c'est ça. Lorsque vous vivez une situation de vie, ce que vous voulez, c'est être en confiance. Bon, ça vous arrive pourtant de parfois ne pas l'être. Okay. Notamment dans l'exercice que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de parler devant un groupe, certaines personnes vont avoir plus de difficultés à le faire, étant donné que mentalement, ils vont, dans leurs 60 000 pensées, avoir des pensées qui ne sont pas du tout compatibles avec leur volonté et qui va plutôt être centrées sur « j'espère que je ne vais pas me planter, j'espère que je ne vais pas oublier ce que j'ai à dire » et ainsi de suite. Okay. Donc, le travail d'un préparateur ou d'une préparatrice mentale est clairement de comprendre l'imaginaire de la personne, sa perception, ses croyances limitantes, utiles, sa sensibilité, sa personnalité et ainsi de suite, de comprendre ce qu'elle veut, de voir à quel point d'ailleurs ce qu'elle veut est défini, et de articuler les deux ensemble pour que ça travaille en pair, okay, au service du bien-être et de la performance. Lorsque vous êtes stressé de manière trop importante, trop conséquente, donc de manière négative, forcément votre bien-être diminue et donc la performance va diminuer. Par contre, je dis bien que la première opération, je ne dis pas qu'il n'y a pas de performance. Je dis juste que la performance et le bien-être ont tendance à diminuer. Et la deuxième opération, je ne dis pas qu'il y a de la performance, je dis juste que le bien-être et la performance ont tendance à tendre vers le haut. Okay. Donc, vous pouvez vouloir tout ce que vous voulez. Okay. Si à un moment, vos pensées ne sont pas du tout axées avec ce que vous voulez, vous allez être en quelque sorte limité par votre mental. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, c'est clair? Ça marche. La petite phrase en dessous, la réalité est le calque de l'imagination, ça veut dire que tout simplement, comment vous allez réagir dans la réalité, si on regarde un petit peu votre imaginaire, quelle est votre perception par rapport à une situation, on va voir un parallèle presque avec une similitude exacte. Okay. Si, je sais pas, j'imagine que le fait de marcher en rando et de croiser un ours, ça doit faire atrocement peur, je vais sûrement réagir comme ça si je croise un ours en rando, quoi. Okay. Tout simplement. Donc il y a vraiment des parallèles intéressants. Et lorsque vous entendez le discours d'un sportif, exemple, on m'a dit, je pense qu'au 85e kilomètre de ma course à pied, c'est là que ça commence à être dur. Il est en train de s'installer une croyance limitante et il va peut-être somatiser justement que le fait que quand il va arriver au 83e ou 84e kilomètre, il va avoir programmé son corps, finalement son mental qui est relié à son corps, à ce que ça devienne difficile. Donc il va falloir déconstruire tout ça pour qu'il n'y ait pas cette barrière limitante au 85e. Okay, c'est un exemple, mais il y en a une infinité. Oui, la question des croyances, vous avez vu ça en psycho, forcément, à travers également la notion des représentations. Les représentations qu'on se fait par rapport à une épreuve, par rapport à une compétition, par rapport à une action à réaliser. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette diapo? Non, c'est clair? Bon. 60 000 pensées environ par jour. Ces 60 000 pensées elles vont aller se loger dans 3 dimensions temporelles différentes. Le passé, le présent et le futur. Okay. Alors, mais notre fameux petit bonhomme, c'est nous ici. Notre position présente est infiniment court. Et il y a un axe. Il y a 3 dimensions dans cet axe-là. Il y a un instant T. Maintenant, tout de suite. C'est infiniment court. Tout ce que je viens de dire est déjà dans le passé. Okay. Donc, c'est infiniment court. Il y a le corps. Le corps ne se téléporte pas, donc il sera toujours dans l'instant. Okay.
Je ne vais pas me subtiliser maintenant et me rendre dans un autre endroit spatio-temporel. Ok, mon corps sera toujours là. Le facteur limitant dans ce triptyque, c'est l'esprit, parce que lui, l'esprit, il est capable de se téléporter. D'ailleurs, il fait très souvent. Soit il va dans le passé, donc là, je pourrais repenser à mes vacances en Guadeloupe quand j'avais 16 ans. Okay. Le court instant où j'ai pensé à mes vacances en Guadeloupe quand j'avais 16 ans, je ne suis plus là. Okay. Un court instant. Ou je pourrais très bien penser à mes 5 accompagnements que j'ai à faire après vous, et de comment ça va se passer, et ainsi de suite. Okay. Alors, le passé et le futur aiment bien fonctionner de pair. Okay. Et il y a une sorte de mécanisme qui s'appelle la rumination qui s'installe. Okay. Et en fonctionnant de pair, ils ont la tendance à oppresser le présent. Alors, je vais vous dire un truc. À partir du moment où vous êtes stressé, vous n'êtes pas dans le présent. Point barre. Okay. Je pourrais prendre une arme et la mettre sur la tempe de quelqu'un. Ton présent, il n'est pas stressant. C'est juste que tu te projettes dans un futur proche, que la personne pourrait tirer, et que tu puises dans le passé, que tu sais ce qui se passe, comme dans les films par exemple, lorsque quelqu'un tire sur quelqu'un. Il ne lui balance pas une pâquerette, quoi. Okay. Ça fait mal. Donc, ce jeu de l'esprit entre le passé et le futur va induire un stress dans votre présent. Mais le présent n'est pas stressant en soi. C'est pour ça que, notamment avec des apnéistes que j'accompagne, on travaille beaucoup leur capacité en méditation à être dans le présent parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des états d'esprit de panique. Okay. Alors, je ne dis pas des pensées de panique, je dis des états d'esprit. Les états d'esprit sont une accumulation de pensées. Okay. En gros, une pensée n'induit pas forcément un état d'esprit, ça est plutôt un principe d'accumulation d'un ensemble de pensées qui va générer un état d'esprit. Okay. Donc, il y a des disciplines, des logiques internes de discipline, tout ce qui est disciplines qui vont être dangereuses avec une notion de vie ou de mort. Okay. Il va falloir travailler la capacité du sportif à s'installer dans le présent. Okay. Quand vous êtes frustré, vous n'êtes pas dans le présent. Si vous êtes déçu d'avoir loupé votre but ou votre tir, votre passe ou ainsi de suite, vous n'êtes pas dans le présent, vous êtes dans le passé. Et peut-être que vous vous projetez dans le futur à l'image de ce passé, que vous avez des sensations pourries lors de ce match et que ce match va être une catastrophe. Et ça va induire dans votre présent votre frustration. Okay. Donc, la plupart des émotions que vous allez ressentir sont un jeu du passé-futur. Et s'il est invisible, ce jeu-là, en quelque sorte, eh ben, vous allez être esclave de vos pensées. Vous allez être tributaire de vos pensées. Et comme j'aime bien le présenter aux sportifs que j'accompagne, bah, j'espère que par chance, pendant ta compétition, tu n'auras pas de pensées limitantes qui vont passer dans ton esprit. Parce que sinon, tu es mort. Okay. Nous, notre travail ensemble, c'est qu'importe la pensée qui va passer dans son esprit, bah, il saura prendre du recul par rapport à cette pensée-là. C'est-à-dire que lorsque je sais qu'il y a mes apnéistes qui vont partir à 90 mètres de profondeur avec des poumons qui font la taille d'une mandarine dans le noir complet et ainsi de suite, bah, me dire que s'il y a une pensée de panique qui passe dans leur tête à 90 mètres de profondeur, bah, que ça ne va pas induire un état d'esprit de panique. Okay. Sinon, s'ils paniquent à 90 mètres, bah, ça peut être un peu dangereux. C'est bon pour ça? Donc, le défi qu'on va avoir à relever dans notre accompagnement avec le sportif, c'est de savoir comment raccompagner l'esprit avec le corps et l'instant quand on en a besoin, d'entretenir un bon rapport avec ces 60 000 pensées, ce qui est vital, donc gros principe de travail en méditation, okay. Et puis d'avoir une utilisation, je vais faire une répétition, mais une utilisation utile du passé et du futur. Okay. Donc, de ne pas laisser faire l'esprit tout le temps à nous projeter dans des futurs imposés, mais plutôt savoir partir aussi sur des futurs choisis. Le principe même de la visualisation. Quand on visualise quelque chose, okay, en préparation mentale, c'est tout simplement pour plutôt imaginer un futur choisi. L'état d'esprit, par exemple, qu'on serait fier d'avoir en compétition lorsque le moment va se présenter. Ça marche pour ça? Oui. Attends, tu as besoin d'un micro. Je m'appelle Benjamin, je vais mettre le badminton.
Alors, c'est intéressant parce que ça peut permettre justement aux sportifs d'avoir une routine qui lui permet de déclencher un état d'esprit qui soit compatible avec la performance. Par contre, la limite que je mettrais à ça, c'est fais attention à ne pas trop rigidifier ton travail et à rester assez holistique, assez général, parce que s'il y a quelque chose que vous n'avez pas prévu, en quelque sorte, bah, il va y avoir quand même un doute qui s'installe. En gros, travaille pas sur une confiance superficielle donnée par une technique qui va le mettre dans un état d'esprit. Vous faites aussi un travail en amont à ce qu'il ait ce que j'appelle la notion de confiance tranquille, c'est-à-dire qu'importe finalement les doutes qui peuvent passer, les émotions qui peuvent passer, il saura, qu'importe le scénario, se remettre dans le bon état d'esprit. Okay. Ce qui peut se passer, c'est qu'une routine soit trop rigide et du coup, si le scénario vers lequel on avait travaillé ne se passe pas comme prévu, bah, qu'est-ce que je fais? Tu vois, le sportif va dire « Ouais, bah, ta routine, elle ne fonctionne pas, c'est pour reprendre des mots que j'ai entendus il n'y a pas longtemps, c'est de la merde. Okay. Pourquoi? Parce qu'il est dans un tel état d'énervement qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Parce que le flot de ses pensées, il détruit toute ta routine. Okay. Donc, on va dire que ça peut marcher. Okay. Je pense que c'est un bon premier appui. De toute façon, des routines, il faut en faire. Mais il faut toujours garder sur le fait que ces 60 000 pensées, elles seront toujours uniques. C'est-à-dire la partition de musique qu'il va y avoir lorsque tu vas te lever le matin, elle va être différente de celle d'hier, d'avant-hier et de tous les jours que tu as pu connaître dans ta vie. Okay. La routine permet quand même d'avoir, si on te dit ta routine, elle te permet de penser bleu et d'avoir un état d'esprit bleu parce qu'un état d'esprit bleu, c'est cool, bah, ta routine, elle te permet d'aller vers cet état d'esprit bleu. Donc c'est cool. Par contre, s'il y a des pensées rouges qui n'arrêtent pas de passer dans ta tête, alors que toi, tu dois avoir un état d'esprit bleu, tu as plutôt intérêt à entretenir un bon rapport avec tes pensées rouges, parce que sinon, tu vas être état d'esprit rouge, pas bleu, qu'importe la routine. Tu vois? Et si tu veux pouvoir mettre en place une routine, il faut être sûr de pouvoir gérer n'importe quelle couleur de pensée qui va passer dans ton esprit. Tu comprends l'idée? Ou je t'ai perdu? Alors, tout ce qui est centré, c'est important ce que tu viens de dire parce que tu as parlé de, en gros, ce qui t'appartient dans une situation, ce que tu peux contrôler, ce que tu peux maîtriser. En soi, là, ça ne pose pas de problème. Okay. Parce que comme c'est toi qui décides et que personne d'autre peut décider du nombre de rotations de raquettes que tu vas faire, si ça respecte le temps réglementaire de service, il n'y a pas d'inconnu dans l'équation. Donc, tu vas pouvoir arriver à le remettre. Okay. Par contre, qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas? Ces 3 rotations de raquettes avant de servir. Parce que ce jour-là, il n'est pas dans l'état émotionnel qui permet que ça fonctionne et que ça le remette sur les rails. Tu vois? C'est-à-dire que tu peux faire ce travail-là, mais il ne sera pas suffisant pour pouvoir gérer tous les états émotionnels qui peuvent passer pendant un match. Parce que le scénario du match, je ne connais pas d'avance. C'est-à-dire que là-dedans, dans ces 3 dimensions, retenez bien ça. Le passé, est-ce que vous pouvez le changer? Vous connaissez la réponse, c'est non. Donc vous pouvez le barrer. Il ne vous appartient plus en quelque sorte. Le futur, est-ce que vous pouvez le prévoir précisément avec tous les détails? La réponse est non. Okay. Le présent, est-ce que lui, il vous appartient? Oui, il peut vous appartenir, le présent. Il est là tout de suite. C'est le seul élément concret et solide qui existe dans la vie. Le reste, ce n'est presque que illusoire parce que l'esprit en fait un peu ce qu'il veut du passé. Okay. Et donc, de quoi va être constitué le passé? Simplement d'instants présents qui sont maintenant dans le passé. Okay. Et de quoi va être constitué le futur? Bah, d'instants présents qui vont pas avoir encore lieu. Okay. Ouais. Oui,
C'est qu'une perception. Une perception, ça change. C'est-à-dire tu peux transformer une perception limitante en utile. D'ailleurs, des fois, c'est mon rôle à travers un SMS. Un sportif va m'écrire parce que, tiens, j'accompagne un pilote automobile. Il était sur le circuit du Mans ce week-end. Il dit ouais, j'ai des sensations pourries, ainsi de suite. Je lui ai écrit un message. Bon, il est reparti avec une bien meilleure perception. Donc, c'est le rôle du préparateur et de la préparatrice mentale. Ton sportif est dans une perception complexe, bah, tu dois lui amener une perception simple. Okay. Parce qu'une perception simple permet de pouvoir arriver à avoir un bon niveau de bien-être et de performance. Okay. D'autres questions par rapport à ça? Alors, les routines qui sont centrées sur ce que vous pouvez contrôler, ce qui vous appartient, ce que vous pouvez maîtriser, ce sont plutôt des bonnes routines parce qu'il n'y a pas d'inconnu dans l'équation et vous n'êtes pas tributaire de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Admettons, je ne sais pas si vous basez une routine sur le fait que votre adversaire fait ça, mais ce jour-là, il ne le fait pas, vous l'avez dans le baba en quelque sorte. Okay. Moi, ce que je dis, c'est même en amont, vous devez travailler avec votre sportif son rapport aux pensées. Et ça, ce n'est pas vu, justement, en préparation mentale dans les formations en France. Vous le trouverez nulle part. Ils vont parler de la méditation, sur le travail, finalement, du moment présent, mais pas sur la partie de la méditation où on travaille sur notre rapport direct aux pensées. Ça n'a strictement rien à voir avec le sport. Ça a un rapport avec notre fonctionnement mental en tant qu'être humain. 70 à 80% de nos pensées, pourquoi elles sont négatives? Tout simplement parce qu'elles ont un rapport direct ou indirect avec le passé futur. C'est 70 à 80% de nos pensées qui, en quelque sorte, sont en lien avec des choses qui ne nous appartiennent plus ou pas encore. Okay. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problématiques de stress, de manque de confiance, ou je n'irai pas trop dans les détails, mais d'addiction, de suicide ou de choses comme ça. Okay. C'est parce qu'il y a un très mauvais rapport aux pensées. Je ne parle pas bien sûr de tout ce qui est problème alimentaire, du rapport au corps et tout le tralala. Il y a un rapport extrêmement délétère aux pensées, okay, où les pensées font un peu ce qu'elles veulent dans le passé futur et induisent beaucoup de choses dans notre présent à être souvent pas bien. Okay. Donc il faut avoir ce travail en amont à pouvoir entretenir un rapport beaucoup plus apaisé à la pensée pour pouvoir avoir des degrés émotionnels beaucoup moins amples. Okay. Plus vous allez travailler dans ce sens-là, plus tout le travail que vous allez faire dans les routines va pouvoir se mettre en place extrêmement facilement. Okay. Pour entretenir un bon rapport aux pensées, comment on fait? Déjà, c'est d'en être conscient. C'est-à-dire d'être conscient de ce à quoi vous allez penser au moment même où ça va passer. Okay. Donc, par exemple, vous allez augmenter le nombre de pensées que vous êtes capable d'avoir consciemment en 1 seconde. Normalement, 60 000, on est à peu près sur une pensée seconde. Avec le travail, vous pouvez en avoir plus de pensées conscientes par seconde. C'est-à-dire prendre plein d'informations visuelles, être en plus conscient de toute la gestuelle que je suis en train de faire, maintenir un discours fluide et ainsi de suite, parce que finalement, on développe une hyper-conscience de ses pensées. Si on reprend l'exemple du pilote que tu as suivi ce week-end, oui. Il t'appelle pour te dire voilà, je suis dans un mauvais état d'esprit, je me sens pas bien. J'imagine aussi que ça passe par des sensations corporelles. Est-ce que tu peux considérer qu'il est conscient de son mal-être à ce moment-là? En fait, là, on est en début. Puisqu'il s'adresse à toi. Ouais, on est en début d'accompagnement, donc il n'a pas encore le niveau d'entraînement à pouvoir arriver à prendre du recul sur place. Ouais. Donc il a encore besoin de toi. Oui, clairement. Là, on est en 3e séance avec lui. Ça dépend de chacun. C'est pareil, je ne peux pas dire en 8e séance, vous allez avoir le niveau de compétence pour pouvoir entretenir un bon rapport aux pensées, pouvoir avoir du recul sur vous-même. Parce que, faites le constat, le recul, vous l'avez pour les autres. N'importe quel coéquipier, là, il loupe son tir, sa passe ou ainsi de suite. Okay, ça me fait penser au match de Rennes contre le Shakhtar la semaine prochaine où le jeune attaquant de 18 ans, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais il se plante sur
sur son pied, en fait, il fait un lob à Mandanda et ils se prennent un but alors que c'était la 118e et qu'ils auraient été qualifiés. Enfin bref, il est en larmes, je pense que là, il doit encore y cogiter pas mal et ainsi de suite. Et ses coéquipiers sont plutôt allés le voir pour lui dire bah, « c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde ». Ils ont eu un discours méga rationnel, hyper rationnel, mais pas lui, parce qu'il n'a pas de recul sur ses pensées. La personne la plus dure dans la vie que vous allez rencontrer, c'est vous-même, de loin, mais alors à une échelle, mais vous êtes sur une autre planète. Okay, et d'ailleurs, vous allez souvent être dur, mais de manière complètement injuste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à l'exigence, il n'y a pas de limite au perfectionnisme. Par contre, il doit y avoir aussi de la douceur et de la compréhension. Et c'est un chemin de crête à trouver entre les deux. Okay, ça ne sert strictement à rien de se torturer l'esprit et à faire semblant d'être hyper exigeant et hyper perfectionniste et à être dans des émotions négatives et une relation extrêmement délétère avec votre activité. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre en motivation assez rapidement et vous n'allez jamais faire de haut niveau. Okay. Pour faire du haut niveau, il faut quand même avoir une bonne relation avec la pression, avec les pensées négatives, avoir quand même des bons moods, des bons moments quand même, et arriver à y retrouver quelque chose dans sa relation avec sa carrière. Sinon, à un moment, bah, il va y avoir une usure, et puis vous allez arrêter. Okay. C'était quoi la question à la base? C'est la routine, là-bas. Oui, la routine, ouais. Bah, ça restera une routine si c'est une routine de secours. Je pense que, par exemple, pour un travail avec un sportif en individuel ou en collectif, il est bon de pouvoir se projeter dans un futur avec un état d'esprit choisi. Donc, tu veux être ça, imaginons cette situation en étant ça. Pourquoi pas? Parce que ça permet de... Tu veux avoir un état d'esprit bleu, bah, on va imaginer justement cet état d'esprit bleu. Comme ça va créer un effet post-it au cerveau que quand la situation va se présenter, ça va être des pensées bleues qui vont passer. C'est un petit tour de passe-passe en fait. Okay, mais si ce jour-là, ce n'est pas des pensées bleues qui veulent passer, parce qu'il y a un truc que vous ne pouvez pas contrôler et que vous ne contrôlerez jamais, c'est que si je vous pose la question dans 15 minutes et 22 secondes, c'est quoi la pensée précise qui passe dans votre esprit? Il n'y en a aucun d'entre vous qui peut me dire. Et ça, cette question-là, je suis allé la poser partout dans le monde. Okay, personne ne peut prévoir les pensées du futur. C'est impossible. Okay, donc, vous serez toujours tributaire des pensées qui vont passer dans votre esprit. Donc, il peut y avoir n'importe quelle pensée désagréable qui peut arriver comme ça dans votre tête. Okay, ce qu'on peut changer, c'est votre rapport que vous entretenez avec cette pensée-là qui va arriver dans votre tête. Okay, oui. Cool, t'as pas changé. Oui. Oui, tout à fait. Est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez mettre concrètement pour que l'athlète se descende en fait de ses émotions et de son rapport à son corps? Ok, bon, ça marche, je vais y revenir. Par rapport à la résilience, c'est une des lectures que je vous recommande. Okay, parce qu'il est bien d'avoir des lectures théoriques, mais il est bien d'avoir aussi des lectures de sportifs qui ont justement eu un mental plutôt légendaire, à l'image de Kobe Bryant. Okay, c'est pas pour faire la pub, en quelque sorte, à ce livre-là, mais je trouve qu'il est intéressant, enrichissant de voir à quel point ce sportif est arrivé à un niveau de résilience. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un match vous pouvez le retrouver sur Internet, il est visible, où son tendon d'Achille lâche. Regardez juste son non-verbal. Vous allez voir la résilience qu'il a. Il explique ce qui se dit à ce moment dans sa tête. Il n'y a presque aucune frustration qui passe. Il se dit comment je fais pour revenir à 100%. Alors qu'il vient juste d'avoir son tendon d'Achille qui lâche. Et quand vous regardez la vidéo du match de NBA, justement, où il y a le tendon d'Achille qui lâche, il n'y a aucune larme
Il n'y a aucune plainte ou déception ou frustration ou ainsi de suite. C'est, OK, comment je fais pour revenir à 100%? Et ça, c'est extrêmement résilient. Alors là, on est au sommet de la résilience. Une question là à gauche. Je finis de répondre. Oui. Donc, par rapport à ta question, comment on fait pour prendre du recul? Je vais te reposer une question, comment tu fais pour apprendre à faire du patinage? Tu mets des patins et tu montes sur la glace. Et bien là, ça va être la même chose, ça va être des entraînements pendant presque tous les jours ou tous les jours sur des méditations où tu vas te mettre, je peux vous la montrer là, une des positions. Alors, la méditation, il ne faut pas être trop confortable, mais il ne faut pas être trop inconfortable. Pas trop confortable pour ne pas vous endormir, sinon vous n'écoutez rien du tout. Okay. Et pas trop inconfortable pour pas que les pensées qui passent soient que en rapport avec l'inconfort dans lequel vous êtes. Okay. Donc il y a la chaise avec les deux pieds ancrés, le dos plutôt droit, le menton assez haut, les mains posées sur les jambes, et puis vous allez fermer les yeux. Et là, on va partir sur un travail de respiration. Alors je parle souvent d'image justement, je parle d'une image de la rivière mentale et de l'autoroute pour entretenir le bon rapport aux pensées. Et ça, tu vois, il nous reste 40 minutes. J'en aurai au moins pour 2 heures à t'expliquer à peu près sur comment on fait pour pouvoir avoir une prise de distance par rapport à ces pensées. Mais c'est extrêmement simple et c'est extrêmement compliqué à la fois parce que comme on a toujours un rapport à vouloir évaluer, s'auto-juger, s'auto-analyser sur ce qu'on fait, la méditation, c'est une discipline qui s'y prête pas du tout. Okay. Quand vous faites de la préparation physique, c'est concret. En plus, vous avez des courbatures à la fin, donc nickel, vous avez un retour, enfin le lendemain, vous avez un retour d'information sur si vous avez travaillé ou pas. Et on a cette relation avec le travail qui est assez particulière dans notre société, c'est que ça doit être dur. En gros, le travail, il y a cette sensation et cette notion un peu de difficulté. À la méditation, je vous dirais que les courbatures de la méditation, c'est de se sentir paisible. C'est les courbatures de la méditation. Plus vous allez être paisible, plus vous allez être apaisé, plus le passé et le futur ne comptent pas, plus votre séance vous a été utile. Je ne rentrerai pas dans les détails non plus que la méditation sont corrélées à des états d'esprit, comme le stress aussi. Le stress génère des hormones de type comme le cortisol, qui est une hormone du stress négatif, qui est plutôt très délétère, notamment au système immunitaire, et que la méditation est plutôt corrélée à la sécrétion hormonale de la sérotonine, de l'oxytocine, de la dopamine, de l'endorphine, qui sont des hormones qui sont extrêmement compatibles justement avec un bon système immunitaire, le fait d'être en bonne santé, le fait de ne pas faire trop son âge, des choses comme ça. Ok, ça marche? Donc, ouais, il y a un gros travail. La deuxième position, ça va être une position plutôt en tailleur. Ok, voilà, j'ai mes chaussures, mais sinon il y a le semi-lotus, comme ça. Et après, il y a le lotus. Ok. Allez-y, entraînez-vous les footeux. Ouais, bon. Après, c'est pas nécessaire en quelque sorte, mais pour augmenter votre niveau de concentration, effectivement. Et après, tu t'envoles. Si vous allez sur une posture plus désagréable, mais vous êtes conscient d'avoir quand même une pensée extrêmement colorée, vous travaillez un peu plus en profondeur avec la pensée. Okay. Mais l'idée, c'est vraiment d'être très à l'aise avec n'importe quel type de pensée qui passe. La question de l'inconfort que tu évoquais est primordiale dans ce travail. C'est-à-dire que plus tu es dans l'inconfort, moins tu vas pouvoir justement te laisser aller, enfin en tout cas te relaxer. Ouais, c'est pour ça qu'au début, il faut partir sur de la chaise ou du fauteuil. Ou du tailleur, avec le dos contre le mur aussi, c'est bien si vous êtes assez souple. Il y avait une autre question. Oui. Vous dites que la personne la plus dure, c'est soi-même. Oui. Est-ce que vous conseillez l'auto-préparation et si c'est efficace? On voit bien le triathlète indépendant. Et j'ai du coup une question pour vous. Vous êtes humain comme nous tous. Est-ce que vous allez aller vers une personne extérieure si vous avez le quelconque problème, ou si vous allez vous faire confiance à vous et auto-pratiquer ce que vous... Ok, je comprends ta question. Est-ce qu'on peut s'auto-coacher? Oui et non.
Ok. Oui, parce que tu peux avoir effectivement, lorsque c'est ce que font les sportifs que j'accompagne. À un moment, ils arrivent à être autonomes, donc ils s'auto-coachent en quelque sorte. Ok. Tu peux avoir de bonnes croyances, arriver à avoir un bon rapport à tes pensées, savoir ce qui va être compatible avec ton bien-être et ce qui ne l'est pas compatible avec ton bien-être, et ainsi de suite. Donc, en ce sens-là, oui. Par contre, garde à l'esprit que, ce que je t'ai dit, c'est que 70 à 80% de tes pensées ont des tendances négatives. Ça ne veut pas dire qu'elles sont négatives, genre très graves, très bloquantes, très limitantes, mais elles ont des tendances. Et si ta vie et l'équilibre de ta vie fait que ta petite voix intérieure parle plus fort, bah, elle peut commencer à te faire croire des trucs pas cool. Et tu peux te dire non avant qu'on te dise non, par exemple. Par exemple, coup du téléphone au directeur du centre sportif de Normandie, j'aurais pu me dire oh non, l'embête pas, un lundi à 10h le matin. Tu vois, oh non, le rappelle pas. J'attends qu'on me dise non avant qu'on me dise non. Ça, ce sont des exemples de croyances limitantes. Et comme notre petite voix intérieure, c'est la seule chose qui ne nous quitte jamais, okay, qui est tout le temps dans notre tête, bah parfois, cette petite voix-là, elle n'est pas cool. Mais je vais vous donner dans le mille. Par exemple, en prison, vous mettez quelqu'un quelque temps à l'isolement, vous allez remarquer deux choses. Il parle à voix haute et il commence à écrire sur les murs. C'est-à-dire que sa petite voix intérieure, elle devient tellement forte dans sa tête, pour tout le monde, hein, si on met tous à l'isolement, alors 99% des gens, elle va tellement devenir forte que elle va devoir un petit peu sortir de vous, en quelque sorte. Et ce n'est pas des perceptions très très bonnes, quoi. C'est pas, on parle plutôt de la conspiration, des choses, ça part toujours dans un grain de folie. Okay, c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Okay, parce que lorsque vous êtes en contact avec d'autres, vous êtes en contact avec leur charge mentale. Et donc, vous accordez finalement une partie de votre petite voix intérieure sur des choses du présent, notamment sur le fait de les écouter. Okay, et vous êtes beaucoup moins nombriliste à regarder, vous, à tournicoter, à vous torturer l'esprit par rapport à la compétition qui se déroule dans une semaine, il faut que je sois en forme, il faut que je sois ci, je dois faire ça, et ainsi de suite. Parce que vous passez une soirée entre amis et que ça vous aère l'esprit. Voilà. Donc d'être trop au contact de sa petite voix intérieure et d'être trop seul dans son sport, non. Par exemple, autre exemple, hein, Kobe Bryant, son staff autour de lui, sont 5-6. Il parle du mec qui lui pose des bandes autour du doigt, comme le mec qui lui a permis de pouvoir réussir le basket, par exemple. Très rare que des champions qui se rendent à très haut niveau par rapport à ce que ça peut demander, même dans des sports collectifs, s'y rendent seuls. Et je vais vous donner un autre truc. Par exemple, ça peut passer tout simplement par votre conjoint ou votre conjointe. Vous êtes sportif de haut niveau, vous avez, je sais pas moi, 28, 30 ans. Il y a peut-être aussi quelqu'un à la maison qui vous permet de pouvoir revenir à un degré de rationalité par rapport à certaines choses qui peuvent vous arriver dans la vie ou dans votre sport. Alors, la question que vous posez là, elle n'est pas simple. Parce que, en fait, puisque tu es triathlète, il y a un bon exemple en ce moment avec une jeune triathlète là, qui vient d'émerger, qui gagne toutes les compétitions internationales. Alors, je ne connais plus son nom, hein, et qui a vraiment émergé en l'espace de 2 compétitions il y a à peu près un an et demi. Et à l'INSEP, on a rencontré son entraîneur, justement, qui nous disait qu'il ne l'accompagnait jamais sur les compétitions. Moi, non plus. Ouais. Il ne l'accompagne jamais sur les compétitions parce qu'il va être plutôt une source de stress pour elle, peut-être même à vouloir faire à la place d'elle les choses. Et du coup, ce qui est un des succès de sa performance à cette jeune fille, c'est d'être en capacité de s'auto-gérer elle-même dans la compétition. Il prenait un exemple assez parlant. Première compétition en Angleterre, elle doit partir avec son vélo, démonter, et il faut le remonter le vélo sur place. Et bon, sur cette compétition, il l'a accompagné parce qu'il a accompagné d'autres athlètes. Et elle lui a dit non, c'est bon, j'ai demandé à mon père de me faire le petit schéma qu'il fallait pour remonter mon vélo, et c'est elle qui a préparé son propre vélo. Mais c'est clair que cet athlète a une capacité de préparation hyper importante en s'adressant aux bonnes personnes à côté. Vous voyez ?
c'est là où la question de l'accompagnement, enfin là tu as plus d'expérience que nous là-dessus certainement. La question de l'accompagnement, c'est une question de dosage. Et je pense que le premier travail, il est sur la connaissance de soi-même. En effet, la connaissance de soi-même, l'autonomie, le fait de maintenir un cap, et ainsi de suite, ce sont tous des éléments qui participent au bien-être et à la performance du sportif. Est-ce que, par exemple, je suis cordonnier mal chaussé? Grâce à vous, par exemple, à ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me faire coacher parce que je suis en train de me coacher moi-même en vous disant ça. Parce que si je vous dis ces choses-là, je me les dis à moi-même aussi. Donc, comme je vais avoir, par exemple, 8, 10 accompagnements par jour, tout ce que je vais prôner pour les autres, je me le prône à moi. Mais moi, c'est pire qu'un conditionnement. Je baigne là-dedans en permanence. Puis vous voyez un peu les lectures que je vous présente. C'est que des lectures sur une forme de résilience, sur une forme de développement personnel et ainsi de suite. Puis après, je fais des choses de mon côté comme des retraites méditatives. Okay, c'est des méditations silencieuses pendant une semaine où il n'y a pas le moindre mot qui sort de ta bouche. Okay. Bon, là, tu te retrouves tout seul avec Coco, ta petite voix intérieure qui n'arrête pas de te parler en permanence. Bon, je fais des choses comme ça aussi pour garder le cap et continuer à avancer aussi, moi, par rapport à mon propre cheminement de la pensée. Ça marche? Et d'autres questions? Oui. Là, vous nous parlez beaucoup de tout ce qui est lié, on va dire, aux émotions, à la gestion du stress, etc. Est-ce que dans la préparation mentale, vous faites aussi tout ce qui va être motivation, mais aussi tout ce qui va être lié, on va dire, à tout va plus se voir, comme par exemple la prise d'information dans le sport, quelque chose qui va être à cheval avec la préparation physique, etc. Ouais. Par exemple, tout ce qui est sensoriel. Donc, le sensoriel, vous pouvez notamment retrouver sous l'acronyme VACOG, par exemple. VACOG, c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. OK. Oh, on entend un oiseau. Oui, on a le développement des 5 sens. Clairement, on va travailler, mais par exemple, sur votre capacité à pouvoir prendre plus d'informations dans un temps très court. Si vous êtes capable sur un terrain de pouvoir prendre plus d'informations conscientes au niveau de vos sens, c'est vos sens qui font que votre performance est bonne. Parce que votre réussite, par exemple, sur le terrain, c'est par rapport à ce que vous voyez, ce que vous entendez, votre toucher de balle, par exemple, ainsi de suite, votre connaissance de votre corps. Et donc, on va venir accroître le travail sensoriel pour pouvoir améliorer vos performances. Simplement. Donc oui, il y a ce travail aussi sur les sens, sur le développement des sens, le focus, la concentration, comment raccompagner l'esprit. C'est-à-dire que ton esprit, à n'importe quel moment, il peut s'égarer quelque part. Qu'est-ce que tu fais s'il s'égare? Déjà, il faut s'en rendre compte le plus rapidement possible pour revenir à se reconcentrer sur la tâche. Tu vois, des choses comme ça. D'autres questions? Ça foisonne, c'est bien. Est-ce que si vous avez quelqu'un de très proche de vous, vous proposeriez de travailler avec lui? Oui, mais pas de l'hypnose. Oui, mais pas de l'hypnose. C'est-à-dire que je fais des accompagnements avec des proches, notamment par exemple sur de la course à pied ou sur des thématiques personnelles aussi. Par contre, sur tout ce qui est hypnose, je ne fais pas. Je vais plutôt demander à quelqu'un de faire. Voilà. Il y a un lien de subjectivité entre moi et la personne, donc ce qui empêche de pouvoir avoir un lâcher-prise total. Ouais. Et en hypnose, on ne sait pas non plus trop ce qui peut ressurgir, et donc par rapport au lien que j'entretiens avec la personne, elle pourrait ne pas se sentir à l'aise à aller vraiment au fond de la séance. Donc non, je vais plutôt, il y a tellement d'hypnothérapeutes que je connais de qualité que de toute façon, tu pourrais me demander par exemple de l'hypnose sur une thématique et je te dirais, pourtant on n'a pas de lien de subjectivité, je te dirais cette personne-là elle va être mieux pour ça. Tu vois, parce que je sais qu'elle est spécialiste de ça. Donc je laisse faire aussi des gens qui sont experts plus dans un domaine d'une activité. Tu vois, donc si la question c'est est-ce qu'on peut faire de la préparation mentale à ses proches, par exemple, oui, ça dépend de comment vous vous sentez à l'aise et de la relation que vous entretenez avec la personne. Okay. Mais en soi, oui, pourquoi pas.
Bien sûr. D'autres questions? Très rapidement, je vais la passer super rapide, Vas-y. cette diapo. L'idée de cette diapo, elle est très simple. Le cerveau a énormément de mal à faire la distinction entre vivre une situation, l'observer et l'imaginer. Le fonctionnement cérébral, l'activité cérébrale, elle est quasiment identique. C'est-à-dire que si vous faites un tir, vous observez un tir, vous imaginez un tir, okay, si vous faites un soulevé par exemple, vous l'observez, vous l'imaginez, bah pour le cerveau, c'est quasiment la même chose. Okay, c'est ce que montrent les études. Alors dites-vous que c'est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que si vous chutez à cheval lors d'un concours et que vous le réimaginez en boucle dans votre tête, bah pour le cerveau, ce qu'il faut en déduire, c'est que vous n'avez pas fait une chute. Vous en avez fait une vraie chute, plus le nombre de fois où vous y avez repensé. Et c'est comme ça qu'on développe un blocage. C'est comme ça que vous perdez confiance en vous. C'est pas à cause du réel que vous perdez confiance. C'est plutôt à cause de votre imaginaire. Le réel en soi, si vous restez dans le présent, bah, c'est passé. Vous n'y êtes plus, vous êtes là. Ok. Donc, ça c'est important à garder à l'esprit parce que c'est à double tranchant. Selon ce que le sportif va imaginer, bah forcément il va s'ancrer dans des croyances limitantes ou des croyances utiles. Et nous, notre rôle, en quelque sorte, c'est de déconstruire des croyances limitantes, okay, de déconstruire des blocages et de pouvoir aussi appréhender des choses dans le futur d'une certaine manière. Ça marche? Il y a quelque chose d'important quand même dans ce que tu dis, Adrien, je pense, c'est le sportif qui veut évoluer, qui est face à une situation bloquante, par exemple, une pensée négative dont il n'arrive pas à se débarrasser. Il ne faut pas croire que, excuse-moi, il faut pas croire que d'aller voir le préparateur mental, c'est ça qui va le sauver. C'est important ça. C'est un petit peu, c'est pour ça ce que tu disais au début, c'était drôlement important. Quelle est ton expérience, ce que tu peux apporter, quelle est ta formation. Parce que c'est pas de la magie. Vous voyez, c'est un véritable travail sur soi-même qui permet au préparateur mental d'identifier la cause bloquante qui va vous permettre de passer outre. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas de la magie. C'est assez mathématique, c'est très simple. En fait, moi, je sers strictement à rien si vous faites rien après les séances. Vous avez 60 000 pensées par jour. Je vais appeler ça le phénomène de dilution. Tous les mots que j'emploie là, vous le retrouverez nulle part dans aucun livre. C'est vraiment mon bricolage à moi, mes voyages, mes lectures et ainsi de suite. Ça ne sera pas dans aucune formation. Okay, vous avez un phénomène de dilution qui est simplement juste mathématique. Moi, je vous prône un discours bleu. Et bleu, c'est bien pour la performance. Okay, on passe une heure ensemble. Vous entendez du bleu, vous entendez du bleu, vous entendez du bleu. Super, vous repartez de la séance, vous êtes bleu. Okay. Sauf que vous avez toujours 60 000 pensées par jour qui passent. Okay. Et ce bleu-là, le jour J de notre rendez-vous, bah, il va peut-être être pas mal important. Vous allez y repenser, vous êtes dans un bon minding, et ainsi de suite, un bon état d'esprit. Il va y avoir pas mal du bleu. Et il va commencer un petit peu à s'éclaircir. Okay, parce qu'il va y avoir plein d'autres couleurs de pensées qui passent. Et pas des pensées négatives, hein, de pensées en rapport avec tiens, moi, le sol il est rouge, la télé, waouh, elle est grande, j'aimerais bien avoir la même chez moi, des choses comme ça, des trucs qui n'ont rien à voir. J'ai faim, j'ai soif, tout le tralala. Okay. Et puis le lendemain, vous allez vous relever. Le bleu il est encore un peu plus clair. Et puis il va y avoir plein encore de pensées de toutes les couleurs qui va passer. Okay. Et aussi des pensées, pour donner l'inverse de rouge, on va dire que de bleu, pardon, rouge, on va dire que c'est un peu un état d'esprit négatif. Okay. Et qui vont venir ternir le bleu. Et s'il n'y a pas de pratique derrière des outils qu'on met en place, bah vous pouvez être sûr que dans une semaine, ça n'aura strictement rien servi à rien d'avoir payé une séance avec un préparateur mental. En gros, je vais vous le dire plutôt comme ça, je sers quasiment à rien si vous ne faites rien à côté. Okay. Faudrait vraiment que, et je n'ai pas la prétention d'arriver à changer par mes mots une croyance limitante en croyance utile parce que vous avez apporté beaucoup d'attention à mes mots. Il faudrait vraiment faire ça pour pouvoir arriver à que vous teniez le cap tout au long de votre vie. À travers déjà 10 jours, ça ferait 600 000 pensées. Solide. Hein. Alors par exemple,
En préparation mentale, on voit la fixation d'objectifs. Okay. C'est important d'avoir des objectifs. Okay. Au-delà des objectifs, je vais plutôt vous utiliser le terme de sens. C'est important de mettre du sens à votre carrière, à ce que vous faites, et ainsi de suite. À votre travail, à n'importe quoi. Hein. Okay. Et le sens, si le sens il est bien fort, bah, ça va vous permettre d'avoir naturellement des pensées plutôt bleues qui passent dans votre esprit. Donc on va travailler sur le sens que vous mettez aussi aux choses que vous faites. Ça, c'est important à le faire même en amont. Donc voilà. Effectivement, on n'a pas de baguette magique. Vous l'avez en quelque sorte. Ce qui veut dire que il est important de faire les choses. Non seulement il faut aller travailler, certes avec un préparateur mental, mais il n'y a que vous qui avez la solution pour réussir la situation après. Oh, trop bien. C'est, en coaching, hein, on dit souvent, c'est pas l'entraîneur qui fait la performance. Quand je coach une équipe de volley, c'est pas moi qui suis sur le terrain, ce sont les joueurs. Vous voyez ? Et c'est eux qui font la performance. Donc vous ne pouvez pas vous substituer aux joueurs ou aux joueuses en conséquence. Bon, là, c'est des mots que j'ai dit pas mal. Connaissance de soi, autonomie, plaisir. Là, c'est plutôt... on va plutôt aller justement développer la performance. Ok. Donc, un peu ce que ça rejoint, un peu ce qu'on a vu, le fait de travailler sur le dialogue interne. Tu as une question ou tu t'étires? Je crois. Monsieur Furstenberg. C'était un étirement, ok. Il y a les pigeons qui roucoulent et puis il y a ceux qui chuchotent et qui font des gestes. Après, au niveau de la démarche, je trouve que c'est intéressant de vous présenter aussi de ce que je ne fais pas, mais ce qui se fait beaucoup. Ça, c'est une démarche comme on va vous l'enseigner dans la plupart des formations en France. Okay. Je trouve intéressant de pouvoir vous la montrer en quelque sorte, parce que moi, je ne la suis pas, mais elle n'est pas du tout inintéressante pour autant. Mais il y a une forme de prise de contact. Bon, ça, je le fais. Il faut bien qu'on rentre en contact avec le sportif. Donc, il nous appelle, ou le coach qui appelle, ou le président, ou ainsi de suite. Okay, ou le sportif en lui-même, les parents, ainsi de suite. Donc, on échange. Après, il y a une phase de diagnostic où là, il y a un entretien. Et là, il fait aussi le préparateur mental fait des questionnaires qui lui semblent utiles par rapport à ce que le sportif dégage pendant l'entretien semi-directif. Ensuite, le préparateur mental va analyser les questionnaires, va concevoir un suivi et va élaborer un plan par rapport à ce que font remonter le questionnaire. Et ensuite, il y a une évaluation à un moment du travail que vous avez fait avec le sportif pour voir où est-ce que vous êtes rendu par rapport au questionnaire. Parfois, il fait repasser des questionnaires et ainsi de suite. Ben, moi, ce que je ne fais pas là-dedans, c'est toute la partie questionnaire. Je ne fais pas de questionnaire. En fait, mais c'est un parti pris. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut penser, hein, mais c'est un parti pris. Je suis anti-questionnaire. Okay. Et par exemple, Frédéric pourrait être complètement en désaccord avec moi, mais sur la partie du psychologique du sportif, et d'ailleurs, certains ont montré justement l'inverse, et je vais vous le décrire comment, mais l'être humain est bien trop complexe pour pouvoir le réduire à un questionnaire. Et ayant vu comment ça fonctionne, justement, le profilage et ainsi de suite, il y a une grosse notion de pépette derrière tout ça. Okay. En 1981, il y a un docteur en psychologie à l'université de Yale, il me semble, qui s'appelait Bromer, qui a fait un test avec ses 200 étudiants. Il leur a dit, ça y est, j'ai trouvé le test de personnalité qui fonctionne. Docteur en psychologie, maître de conférences, et ainsi de suite. Il fait passer ce test de profil de personnalité à tous ses étudiants. Il le passe, okay. Puis quelques temps après, il revient, puis il leur dit, c'est bon, je vous ai mis le résultat à chacun pour vos tests, combien se reconnaissent dans ce test qu'ils viennent de passer? Là, 95% des étudiants se reconnaissent, lèvent la main, puis il leur dit, bah, vous avez exactement le même texte, le même profil pour les 200 étudiants qui sont là, à la même ligne près, au même mot choisi. Parce qu'il y a certaines choses, c'est très facile de manipuler l'esprit, pour le faire mettre en accord avec. Il faut écrire, par exemple, et respecter le fait d'écrire plutôt 75% de positif et 25% de « on peut améliorer ». Il faut avoir un certain statut par rapport à la personne, et ainsi de suite.
Alors, je ne dis pas que les questionnaires ne sont pas intéressants, je dis juste de ne pas partir dans l'extrême inverse, à rentrer dans une case et à se dire « Ah bah oui, mais c'est parce que le questionnaire, il m'a dit que j'étais ça ». Parce que les questionnaires, j'en ai fait, hein, mes 3 premières années en préparation mentale. C'est dingue la différence qu'il y a d'une semaine à l'autre. Alors, des fois, je n'ai pas la prétention qu'en une semaine, je peux avoir une baguette magique, justement. Ça peut juste dépendre de l'état d'esprit de la personne, de dans quel moment tu fais passer le questionnaire, qu'est-ce qui vient de se passer. Il y a trop de facteurs limitants qui va biaiser le questionnaire. Oui. N'oubliez pas, c'est un parti pris ce que je dis. Hein. Mes collègues de l'INSEP, la plupart font des questionnaires. Moi, je fais une mémoire sur l'optimisation de la gestion des habilités mentales. Ouais. Du coup, j'ai passé à 3 joueurs le SMAT 4. Ouais. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'eux-mêmes ne se connaissent pas assez. Voilà, alors ça c'est important ce que tu abordes. Ouais. Bah, il y a ça aussi. Il y a des fois aussi des trucs tout bêtes. Hein. Des fois, il y a l'incompréhension de la question. Ah, je voulais mettre ça. Du coup, j'étais avec eux pour Ouais. répondre à leurs questions, mais est-ce qu'ils ont pas mal compris pourquoi j'ai expliqué. Une question d'interprétation n'a pas le même sens des mots. C'est vraiment une question aussi de comment je me sens la journée où je le passe. Moi, je trouve qu'un questionnaire, je le réduis un peu à ça, et là, mes pairs de l'INSEP, souvent, je me fais bien engueuler. C'est très bien pour savoir la personnalité du sportif à passer un questionnaire le 27 février 2023 à 16h30. Voilà. C'est un peu ça que je réduis. Est-ce que ça peut pas être intéressant de faire passer en condition de compétition, voir si de trouver c'est un samedi, pas le samedi, à quelle heure, sur un terrain, quand ils sont préparés avant un match, et à la place de faire un match, on fait le questionnaire. Selon le match qu'il aura passé, son questionnaire va être biaisé. Non, après le match. Ouais. S'il a passé un bon match, il va peut-être avoir tendance à mettre certaines réponses dans son questionnaire. Alors, par rapport à ce que tu disais, alors d'abord, je ne suis pas un adepte du questionnaire. En revanche, il y a des questionnaires plus ou moins pertinents. Il y a le problème de l'état d'esprit au moment où on passe ce fameux questionnaire, comme tu le dis très bien, Adrien. Après, il faut savoir quelle fonction a ce questionnaire. Si vous utilisez le questionnaire, il faut d'abord savoir ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller, en tant que préparateur mental, coach, accompagnateur ou quoi que ce soit. C'est une technique avant tout. Moi, je l'utilise une fois ou deux, simplement pour permettre à la personne d'aller vers une meilleure connaissance de soi-même, par exemple. Mais c'est évident que si je le fais le vendredi soir avant de partir en week-end ou le lundi matin avant le début de ma semaine de travail, il y a de fortes chances que l'état d'esprit dans lequel je vais répondre à ce questionnaire soit biaisé. Et ça, c'est quelque chose pour lequel il faut toujours avoir en tête. En revanche, ça dépend aussi à qui on s'adresse. Si on s'adresse à une personne qui a beaucoup d'expérience, si je m'adresse à Federer et puis que je lui fais passer un questionnaire, il y a de fortes chances qu'il me rigole à la barbe. Vous voyez ? Parce que Federer, il le dit lui-même, hein, ma mère m'a donné confiance. Donc voilà, c'est pour ça que je réussis. C'est quand il était performant. À l'inverse, je suis avec des jeunes qui doutent de 16, 17 ans, qui paniquent avant un contrôle, un examen, une compétition. Ben, ça peut permettre peut-être de l'amener à stabiliser un peu sa conscience de soi, justement. Hein? Donc attention, et puis savoir au bout du compte ce que j'utilise comme questionnaire, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Vous allez sur Internet, hein, vous faites les différents questionnaires de tests de personnalité, etc. Ça part dans tous les sens. Donc, et vous le refaites d'ailleurs, tu as raison, Adrien, hein, tu le fais à un moment à temps T, tu le fais à T1 10 secondes plus tard, et tu n'as pas les mêmes résultats. Puis il y a deux autres facteurs limitants qu'on n'a même pas abordés, c'est la capacité de la personne à pouvoir analyser ce questionnaire et à pouvoir le débriefer, c'est-à-dire que lui, il a aussi un état d'esprit, il a un ressenti avec le sportif et ainsi de suite, il va utiliser certains mots. Il y a trop de choses uniques là-dedans pour qu'il y ait
compliqué. Hein, je trouve que c'est très compliqué, moi, les tests. On en reparlera dans un cours. Avec mais tu vois, l'OMSAT, là, par exemple, je vais faire polémique, je m'en fous. L'OMSAT, c'est un truc, il y a plein de pépettes derrière ça. Il faut payer cher pour pouvoir avoir finalement ces questionnaires, parce que souvent tu payes pour 100 questionnaires et puis ensuite ils te délivrent les 100 calculs et ainsi de suite. Enfin bref, ça coûte vraiment cher. Hein. Ma sœur est neuropsychologue, c'est la même chose. Hein. Alors par contre, pour la neuropsychologie, c'est autre chose, parce que là, on va être vraiment sur des maladies neurodégénératives avec des repères qu'on doit avoir sur l'état des dégénérescences et ainsi de suite. Donc là, on est sur autre chose. Mais dans le domaine du sport, de la personnalité et ainsi de suite, compliqué. Hein. Voilà. On Attends, on a une petite question là. Oui. Ça veut dire que Tout ce qu'on apprend sert à rien. Non, je rigole. à la place de questionnaire, vous allez pas poser des questions type à l'oral ou comment ça se passe pour les étapes par les étapes. Alors, je ne peux pas vous passer la feuille parce que c'est confidentiel, ce qui est écrit, mais grosso modo, ça va être, je vais poser des questions à travers ces 5 à 6 sphères de vie. Donc, vous avez, si vous n'êtes pas sportif de haut niveau, vous avez 5 sphères de vie. Okay. Vous avez la sphère perso, pro, familiale, sociale, okay, affective et votre sport. Et puis si vous n'êtes pas sportif de haut niveau, bah, le sport, on va le mettre dans le perso. Okay. Et je vais regarder l'équilibre entre ces différentes sphères de vie pour voir un peu dans votre passé, si on reprend le schéma, ce qui s'est tout simplement passé au travers de votre vie, ce que vous prévoyez pour votre futur, okay, et c'est quoi la situation présente. Bien sûr, cette photo de vie, bah, elle va évoluer. Okay. Et puis, il se peut que finalement, avec son travail, ça soit super compliqué, et puis que dans 3 semaines après, finalement, elle a le sentiment de reconnaissance qu'elle a toujours voulu et une grosse prime, et puis son travail, elle ne va pas du tout le voir de la même manière. Donc, bien sûr, ça aussi, ça reste limité, mais ça me donne une photo de vie. Là, en l'occurrence, c'était le 25 février 2023. OK. Ça me donne en quelque sorte un point de départ, c'est mon questionnaire à moi, et ça me permet de pouvoir faire un travail d'enquête sur ce qu'on va faire ensuite par la suite. Okay. C'est une manière un petit peu holistique de voir l'individu et surtout pas d'avoir cette approche du sportif, mais ça c'est ma vision des choses. Le sportif c'est un sportif, non, c'est un être humain, et dans sa vie d'être humain, il fait un sport. Mais moi ce qui m'intéresse c'est avant tout l'être humain, parce que pour recroiser avec monsieur qui fait du tennis, on va vouloir déjà aussi travailler sur son rapport aux pensées, mais on s'en moque qu'il fasse du sport. C'est d'avoir un bon rapport aux pensées pour pas qu'il soit autant limitant avec ses pensées. Donc là, je vais m'intéresser finalement, par exemple, est-ce que sa relation de couple, elle est saine ou pas? Ça va m'intéresser. Pas pour la juger, pas pour lui dire ta relation de couple, elle est pourrie, pas du tout, juste pour que moi, je sois au fait de quelle est la charge mentale que son couple peut poser sur ses épaules en rapport avec sa pratique de son activité sportive. Parce que après, ce qui va m'intéresser, c'est sa performance. Mais bon, si vous êtes complètement perdu et paumé dans ce que vous allez faire dans la vie, des fois, vous arrivez sur la piste d'athlée. Oui, effectivement, ça vous aère un peu l'esprit de courir et de faire quelques tours. Mais en soi, vous accumulez une grosse charge mentale à dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Donc ça va m'intéresser. Okay. Et après, ça peut me permettre d'orienter aussi. Je travaille avec des gens qui font des bilans de compétences. Je travaille aussi avec des conseillers d'orientation. Je travaille avec... Moi aussi, j'ai un staff autour de moi, en quelque sorte, qui sont d'autres professionnels. Et selon ce qui ressort, je vais dire, tu devrais aller voir un tel. Tu devrais aller voir un tel. Ça serait pas mal pour ça. Tu devrais aller voir un tel. Et ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment je procède. Ça, on va le passer parce qu'il y a plus pertinent. Ça aussi, on va le passer, il y a plus pertinent. Bon, ça, c'est en gros pour vous montrer qu'on peut travailler dans plein de branches. De toute façon, le diapo, vous allez la voir. Je te l'envoie d'habitude. Non, ça t'appartient. Hein. Par contre, comme c'est filmé, vous pouvez voilà. revisionner
la visio, la conférence sur le site de l'université, hein, par le compte, sans faire de pub, YouTube que possède l'université. Bon, les outils pour vous donner un lien un peu entre tout ça pour faire du tri. Moi, c'est un peu de cette manière-là que je fonctionne. Pour tout ce qui a trait au passé, chez le sportif, j'utilise l'hypnose ou une technique qui s'appelle le renforcement positif. Okay. L'hypnose, c'est par rapport plutôt au blocage, par rapport à du nettoyage émotionnel, par rapport à des choses qui se sont passées dans votre vie, qui ont créé une sorte de trauma, enfin plein de choses et qui se déversent constamment sur le présent et le futur. Donc là, on va passer en hypnose et là, on pourrait se rapprocher de la baguette magique, si vous voulez. Okay. Si la personne est bien réceptive. Là, justement, là, tu abordes les pouvoirs du cerveau. Je joue un peu de conscience parallèle. Ouais, je joue un peu dans le cerveau à travailler sur les perceptions profondes. C'est des choses. On sait que ça fonctionne. De là, ça. Il y a des grosses études scientifiques actuellement justement sur la méditation, sur l'hypnose, pour savoir quelles sont les zones du cerveau qui sont plus ou moins. On a fait rentrer un livre l'année dernière là-dessus, hein, sur l'estime émotionnelle. Il y a une question. Tu auras fait du squat. Hein. Dans la méditation, au final, on fait de l'imagerie mentale, de la fixation des objectifs. On en fait, donc est-ce que ça peut être regroupé ensemble Oui, en fait, c'est pour vous donner En fait, on pourrait presque même dans l'hypnose, tu peux faire des trucs qui vont servir dans le futur. C'est plus pour vous donner des tendances générales que l'hypnose va être plutôt attrait au passé, même si tu peux en faire pour le futur. Okay. La méditation sera plutôt un travail de ton rapport au présent, okay, ou la respiration consciente et ainsi de suite. Et que pour le futur, on va plutôt utiliser des techniques sur la visualisation, parce que tu te projettes dans un futur choisi. Mais tu as tout à fait raison sur le fait que, qu'importe l'outil, tu pourrais l'utiliser pour, et je le fais d'ailleurs moi-même, tu pourrais l'utiliser pour n'importe quelle dimension temporelle. Ça marche ? C'est bon pour ça ? On reviendra dans un cours dans lequel j'interviens avec vous, on reviendra sur toutes ces questions-là, hein, de manière un peu plus... Alors, devenir préparateur mental, comme je vous l'ai conseillé, plutôt moi je dirais plutôt sur l'université STAPS. Pourquoi pas psycho ? C'est intéressant aussi, je trouve. Je suis assez sensible aux personnes qui pourraient partir sur, par exemple, un profil licence TAP, licence psycho. Je trouve que c'est intéressant. C'est pas mal d'avoir ces deux-là, une compréhension du monde sportif et une compréhension vraiment généraliste sur la psycho. Je trouve que c'est une belle combinaison. Et une autre qui est encore plus rare, ça serait une licence TAP, c'est une licence socio. Ça, je trouverais que ça aurait de l'allure comme profil. Ça pourrait être intéressant. Il y a du chemin à parcourir. On peut en reparler si tu veux. Mais... Donc, on a dit que c'était non protégé. Je fais vite parce qu'il me reste 3 minutes. 4-5 minutes. 3 minutes, oui. 3 grandes qualités pour préparateur ou préparatrice mentale. L'empathie, savoir se mettre à la place des autres. Votre intelligence sociale et votre adaptabilité à la personnalité de la personne, son profil, son sport, ainsi de suite. Bien allier terrain et pratique. 3 lectures. Je vous fais apparaître la diapo pour que vous puissiez la voir dans le lien. 3 recommandations. C'était notre commande de cette année. Voilà, c'est ça. Donc, merci Julien. Un premier livre sur les techniques d'optimisation du potentiel. Un deuxième livre purement sur la préparation mentale du sportif qui me semble plus adéquat que la méthode Target, même si ça peut être intéressant. Hein. Alors le premier, on l'a fait rentrer l'année dernière, Julien. On l'a à la BU. Là. Ouais. Alors les deux autres... T'as les 3. T'as les 3, Julien? Bon, nickel. Vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Vas-y, finis ton commentaire. La préparation mentale du sportif, je le trouve un peu plus d'actualité. Okay. Un peu plus simple aussi à lire, plus abordable. Okay. Et puis, celui-là, je trouve que c'est intéressant d'avoir des biographies de sportifs qui sont allés au bout du chemin pour compléter un peu ce théorie et terrain. Tu as entièrement raison. Ma vision, un petit peu de... ça, c'est Target. Bon, ça peut être un... T'as une vision Target, toi?
Ça, c'est Targé, ça, c'est plutôt ma vision. Que le mental, finalement, on l'inclut. Ça ne doit pas être réservé simplement aux sportifs de haut niveau parce que moi, quand je vois des petits loups qui ont 8 ans et qui vomissent avant de monter sur un tatami, ça me fait mal au cœur, justement. Okay, donc, la préparation mentale, ça doit venir aussi en amont dans les écoles de n'importe quel sport. Okay, pour apprendre à gérer leurs émotions, leur stress, leur rapport aux pensées et tout le tralala. Et voilà, c'est tout. Merci. On Et avait puis, une dernière juste une question. Il y avait juste une dernière question pour terminer. Et Est-ce que vous pensez que la préparation mentale, ça peut se développer aussi dans le monde du travail en général, avec les commerciaux, Ouais, je travaille avec beaucoup de dirigeants. C'est même eux qui ont commencé. La plupart, enfin, j'ai beaucoup de grands dirigeants normands, par exemple, au cabinet qui viennent. Donc, ouais, carrément. Bien, merci Merci. Adrien pour cette excellente conférence. Et puis.